Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, le... FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades servétiennes, camarades servétiens, bonjour, bonsoir et bienvenue dans votre émission de l'analyse. Aujourd'hui, on va parler du match qui a eu lieu samedi soir pour le compte de la 20e journée, si je ne me trompe pas, de Credit Suisse Super League, qui a opposé Yverdon au Grand Servette FC. Un score qui s'est fini par un score nul et vierge, 0-0, bien triste. Et bien sûr, on va revenir sur le match, le top et les flops. On va aussi faire un point sur le mercato parce qu'il y a eu l'animation cette semaine, un point sur le championnat et la preview du prochain match comme d'habitude. Et comme d'habitude, je ne suis pas seul, je suis bien accompagné et avec vos chroniqueurs sûrement favoris pour certains d'entre vous. À ma droite, j'ai commencé par Mathieu. Mathieu, comment vas-tu ? Salut à tous. Bah écoute, ça va. Hein. Enfin, le foot, moyen. Moyen. Si on fait le point sur le match d'hier, quand même compliqué. Tu t'es pas endormi devant le match ? Non, parce que le match était tôt, à 18h. Après, je dis pas, si le match était à 20h30, mais en tout cas, non, à 18h. Ok. Mais voilà, une bonne purge à Yverdon, comme on les d'habitude, aime, quoi. Ça change pas. Hein. Ouais, exactement. Et à ma gauche, Rubens. Rubens, comment vas-tu ? Très bien. Footballistiquement, très moyennement. Ouais, exact. On va débriefer tout ça, on va discuter un peu de la série. Et toi, comment tu vas ? Moi, ça va. Écoute, footballistiquement, Bon, je crois on se rejoint dans le même avis. Ouais. On s'est bien ennuyé hier soir, mais on a pu assister quand même à Servette. Et ça fait toujours plaisir de voir Servette, même quand ils performent moins bien. Ça, c'est quand même un événement marquant, même si ça se passe mal. Ouais. Exact. Je pense qu'on va se lancer directement. On va vous voir tout d'abord le 11 que nous a proposé les deux entraîneurs. On va commencer par Yverdon. Yverdon avait Bernard Denis au but. On voit très bien qui c'est aujourd'hui parce que une icône. hier on l'a bien vu aussi. Défense centrale Marquez et Diop, à gauche Lopogam, à droite Sautier. Au milieu Legovski, Baradji et Katchouri. Et devant on avait Komano, Marley Ake et Mauro Rodriguez. Côté Servette, on avait un 4-2-3-1 avec Mal au but. En défense centrale, Séverin Rouillet. À droite, Tsunemoto. À gauche, Mazikou. Milieu def, Magnin, Konya. Milieu off, Antunes. À droite, Steva. À gauche, Kuteza. Et devant, Crivelli. Alors, c'est un 11 qui bouge pas trop de la dernière fois, hormis Magnin. Qui prend la place de Hondoa, ouais. Est-ce que pour vous, c'est un choix logique de remettre Magnin dans le 11 ? Très logique d'après moi, je l'avais déjà signalé il y a 2 mois, mais Hondoa, je le trouve beaucoup moins bien cette saison-là. Il se traîne un peu sur le terrain, il est toujours en retard, donc il fallait ramener un peu d'activité avec Magnin. Donc j'étais très satisfait de le voir titulaire. Ouais. Et toi, Mathieu ? Moi, je confirme. Tu confirmes ? On doit, depuis qu'il s'est fait remplacer par Doulin, à cause d'un carton rouge en plus bête qui prend un Guetze, on doit, c'est l'ombre de lui-même. On le reconnaît plus sur le terrain. Il a plus du tout le même abattage qu'on a pu avoir avec lui l'année passée, comme des matchs marquants avec Rome et tout ça. Il était sur un nuage. Là, on est loin du général qu'on a connu et c'est compliqué. Puis en même temps, Magnin, de son côté, il a souvent livré la marchandise sans être étincelant. Il a toujours donné ce qu'il pouvait donner. Et puis, Magnin, milieu de terrain, on sait que maintenant, c'est un peu son nouveau poste. Ouais. On sait qu'il est formé latéral, mais il est très utilisé en milieu. Vous préférez Magnin sur le côté ou au milieu ? Moi, je le préfère 1000 fois plus au milieu de terrain qu'en latéral. En tant que latéral droit, ça va encore. À gauche, je le trouve très moyen pour pas dire mauvais. Au milieu de terrain, je le trouve très très bon. Chaque fois. Hein. Ouais, c'est son abattage physique en fait. Il met beaucoup. Il met de l'intensité sur les duels. Il a le coffre d'un latéral pour un milieu de terrain, c'est énorme. Et pourtant, il est pas très grand. Enfin. Oh, il est petit, il est frêle. tu dirais pas ça comme ça, mais il est à tous les duels. Il est très actif. On le voit très souvent, donc c'est très bien. Et j'avais noté aussi que les commentateurs disaient que c'est beaucoup le jeu d'Yverdon, les duels. Ils jouaient beaucoup sur ça. Et c'est peut-être le choix de mettre Magnin, quelqu'un qui gère bien ces duels-là. Ça a permis, c'est un choix de Déberlé pour ce match-ci. Mais il me semble que les 3 équipes qui donnent le plus de duels en match, c'est des équipes romandes. Ouais, Servette, Lausanne, Yverdon, je crois. Voilà, il me semble que c'était ça. Et donc, ça démontre que
En tout cas, en Romandie, on aime beaucoup mettre de l'impact, et encore plus quand c'est des romans contre romans, parce que ça soit contre Lausanne, contre Sion, contre Yverdon, chaque fois tu as des matchs engagés en termes de duel, et c'est des matchs que tu vas pas forcément retrouver contre IB. Contre IB, tu as moins de duels, c'est beaucoup plus aspect tactique, ça se joue beaucoup plus, ça joue beaucoup plus au foot, au ballon, quoi. Ouais, et le terrain s'y prête aussi. Enfin, effectivement. Mal disait en interview d'après match que c'était pas un terrain pour faire du tiki-taka. Ouais, c'était approprié. Justement, peut-être que le terrain de Servette aussi est pas adapté avec la pelouse qu'on a ces temps-ci à un jeu plus léché. Bah, je pense que tu peux faire du rugby sur ce terrain. Mais oui, sans problème, ouais. Du jeu au sol, je pense que c'est compliqué. Ouais. Ouais, en parlant du terrain, il y a une incursion de Mazikou vers la fin du match où il essaye de frapper, le ballon rebondit juste avant d'arriver à son pied et ça part 5 mètres au-dessus alors que ça aurait pu bien finir. Ouais, c'est comme on dit, faut performer sur tous les terrains. Ouais, mais là, c'est plus compliqué. Comme ils disent les Anglais, c'est digne de la 5e ligue vaudoise. Là. T'es bon vraiment si tu performes à Stoke City sous la pluie un soir d'hiver, c'est leur truc. Voilà, c'est ça. Moi, je peux te garantir qu'à Stoke City, c'est bien mieux que ça. Oui, c'est bien mieux que ça. Que là, ce qu'on m'avait transmis comme information, c'est qu'en fait, il y a un champignon sur les terrains suisses et qu'en fait, il se transmettrait à travers les crampons des joueurs. Et c'est pour ça que ça se transmet à travers les stades. C'est ce qu'on m'a transmis. C'est possible. C'est totalement possible. Auprès de ceux qui s'occupent de la pelouse ici. Possible parce que à Bernay, quand on a joué le match de Coupe de Suisse, il y avait des champignons sur le terrain. Ouais. Je les ai vus. Ah ouais. Ça part de là. Servette a joué sur ce terrain. Donc les champignons ont pu se transmettre de là. Toute la faute de Bernay en fait. Voilà. Moi, ce que je me dis aussi, c'est qu'à l'étranger, ils doivent bien avoir des champignons, mais j'imagine qu'ils traitent ça agressivement. Quitte à ce que ce soit pas vraiment écolo, ils le traitent, alors qu'ici on essaie d'être un peu plus. Ouais, peut-être. Je sais que le Real Madrid a eu des problèmes de champignons sur le terrain. Ils ont tout changé, mais eux ils ont le budget de tout changer quand ils veulent. Hein. C'est plus sympa. Voilà, le Servette c'est un peu plus galère. Ouais. Voilà. Pour revenir au match, on a commencé le match avec un petit binement, presque toute la rencontre, mais il y a eu une action de Comano sur un dégagement de Bernardoni. En fait, c'était beaucoup un jeu direct. Ça partait de Bernardoni, qui grosse bastos sur Comano. De sens inverse, c'était Mal qui balançait sur Crivelli. Et puis ça jouait comme ça se créait des occasions et Comano passe pas loin du cadre au début. Ouais. Ensuite, on a l'action de la première mi-temps, c'est la blessure de Séverin. Sur un duel avec son coéquipier Tsunemoto. Il se rentre dedans et ça a l'air d'être plutôt grave, pour pas dire inquiétant. Vous avez des infos ? Ça parle de la cheville ou du genou, mais de toute façon dans les deux cas, c'est pas très... Vu le choc, ça a l'air d'être quelque chose de sérieux. En plus, il sort sur le terrain en boitant. C'est pas très optimiste. Une bonne nouvelle. Mais bon, il se fait remplacer par Adams, qui continue la partie. Et on va reparler de Adams parce que. Non, tu vas en parler. Moi, je vais en parler. Bien sûr, on va en parler. Mais en tout cas, ça fait un changement dès la 20e et ça change pas grand chose à la suite de la rencontre puisque Servette va quand même un peu prendre le lead, mais va pas se montrer vraiment plus dangereux. Je sais pas comment vous avez senti ce début de première période juste avant cette action-là. Cette action, moi je l'ai senti personnellement, comme tu l'as dit, des longs ballons de la part d'Yverdon, de Servette aussi, mais eux gagnaient les seconds ballons. Du coup ils arrivent à se créer des situations, pas vraiment des occasions. Et après, gentiment, on a commencé à mettre le pied sur le ballon. Plus le temps avançait, plus on arrivait à construire des actions. Après, c'était pas non plus exceptionnel, mais ça s'améliorait progressivement quand même. Est-ce que vous avez pas senti qu'il y avait beaucoup d'arrêts de jeu, de fautes, de dégagement? C'était très haché. Et c'est ce qu'il voulait aussi, j'imagine, Yverdon. Il voulait le moins de rythme possible, des fautes, des sorties et des petites simulations de blessures, surtout en deuxième mi-temps, mais même en première. Et voilà, pour perdre du temps. Mais ils savent que de toute façon, Servette, depuis cette saison surtout, c'est une équipe qui commence pas très bien les matchs. Et une fois qu'ils sont dans leur rythme, une fois qu'ils ont trouvé leur momentum, c'est une équipe Servette qui fait que augmenter, jusqu'à soit marquer un but, soit avoir tellement d'occasions que après ils laissent passer leur chance. Mais à un moment où je trouve il y a toujours des matchs où Servette ils ont une période sur 10-15 minutes où ils mettent vraiment le bouillon sur l'équipe et ils ont plein d'actions et souvent c'est dans ces périodes là qu'on va marquer. Par exemple contre Saint-Gall, ça vient de là où t'as une énorme occasion de Stevanovic, puis sur le corner d'après t'as le but de Rouillet. Et c'est souvent aussi la force de Servette, c'est quand ils trouvent leur rythme, ils sont très dangereux, ils mettent n'importe qui en difficulté.
Et là, sur ce match-là, ils ont jamais vraiment trouvé ce rythme-là, à part sur les 5 dernières minutes. Mais Parce bon, qu'il c'est trop était tard haché, pour se réveiller. Mais justement, parce que tout le temps des fautes, tout le temps haché, et puis en plus, t'as le terrain qui t'empêche d'accélérer le jeu, parce que le jeu léché en 1 ou 2 touches que connaît Servette sur un terrain comme ça, c'est injouable. Après, j'avais pas l'impression qu'ils ont cherché à jouer non plus. Enfin, Mal, par exemple, il dégageait beaucoup de ballons. De toute façon, le plan de jeu n'était pas celui qu'on connaît d'habitude. Ouais. Parce qu'au lieu de jouer sur ses centraux ou sur ses latéraux, il dégageait souvent sur Crivelli. Ouais. Le second ballon, ouais. Crivelli qu'on aime beaucoup, mais que ces temps-ci, c'est pas trop ça. J'ai l'impression dans les déviations, dans le jeu. Un peu moins, ouais. Ouais, il est un peu moins en forme, un peu moins inspiré actuellement. J'imagine que la fin de contrat cet été, ça doit aussi un petit peu jouer. Ouais, puis le refus de prolongation, parce qu'il y a eu une prolongation et le fait qu'il refuse, ça doit aussi jouer, je pense. Peut-être qu'il est plus 100% in dans le projet. Et j'avais l'impression que les joueurs du Verdon cherchaient à qu'il fasse une faute. Fasse des fautes, parce qu'il y a eu le passif où il avait déjà eu un rouge à Verdon. L'année passée, ouais. Et là, j'ai l'impression qu'il cherchait aussi à qu'il se prenne un jaune ou un truc comme ça. Ça cherchait à le provoquer, ouais. Voilà. Ils connaissent le bonhomme. Hein. Franchement, il n'est pas très compliqué à provoquer. Exactement. On n'a pas la minute de cette action de Kuteza, c'était quoi, 25e 25e, c'était au début de match, c'était juste après la blessure de Séverin avec Tsunemoto, mais c'était vers la 25-28, je dirais. On a une superbe remise. Bon, l'action commence avec Stevanovic qui remet en retrait à Mazikou. Mazikou trouve une passe dans l'intervalle éclair à Konya, mais c'est surtout la déviation de Konya pour Kuteza et l'appel de Kuteza dans le dos de Sautier qui fait la différence. Et puis Kuteza face au gardien, but sur Bernardoni. Là, il pouvait mieux faire. C'est dommage, c'est beau parce que ça se voit que c'est une situation qui travaille à l'entraînement. Ouais, l'action elle est magnifique, elle est très très bien construite. Et la remise de Konya qui la met parfaitement dans la course de Kuteza, ça paraît simple, mais c'est très compliqué en termes de timing et de technique. Après, l'alignement de la défense est catastrophique. Ouais, ça c'est vrai, les deux. Le défenseur central gauche et l'arrière gauche, tu te demandes. Moi, c'est Sautier, il monte pas mal. En fait, il suit le premier appel de Kuteza et il se fait prendre dans le dos. Mais de toute façon, en fait, Sautier, ça a été comme ça tout le match. En fait, Sautier, il sait que c'est soit il le colle, soit il va tout le temps se faire passer. Parce que Sautier, on l'a vu même parfois, il a 1 mètre d'avance. Écoutez, ça, il lui passe quand même devant parce qu'il est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend dès le plus jeune âge. En vrai, pour tous ceux qui ont fait du foot en club, assez tôt, on te dit si l'ailier en face de toi, quand t'es défenseur, si l'ailier en face de toi, il est plus rapide, tu le colles. Ouais. Parce que si tu lui laisses de l'espace, il va te bouffer. Fini. Ouais, c'est ça. Et il a eu du mal. Après, je trouve qu'il a pas rendu une si mauvaise copie que ça, Sautier. Non, il a côté. fait son match, mais n'empêche que écoutez ça, il y a quand même pas mal de fois où il passe. Oui, bien sûr. Après, il faut quand même être critique sur ses derniers choix, qui n'étaient vraiment pas tout le temps les bons hier. Mais pour ce qui est de se mettre en position pour les derniers gestes, là, il a vraiment fait le taf. Ouais, pour faire la différence et se positionner comme il faut, ça c'est sûr. Ouais. Après, effectivement, concernant son dernier geste, on se dit tout ce qu'il aurait pu faire mieux. Après, Bernardoni, j'imagine, on connaît tous Kuteza maintenant. On sait qu'il va essayer d'ouvrir et de la mettre au second poteau, donc j'imagine qu'il anticipe et peut-être que la frappe est pas assez puissante. Et son arrêt, il est aussi exceptionnel. Ouais. C'est intéressant ce que dit Rubens parce que regarde, si tu mets en retrait, franchement, si vous regardez le replay, au moment où il l'ouvre, il est déjà en train de plonger. Ouais, il a déjà anticipé l'ouverture de la frappe. Ouais. Donc moi, là, ce qui me vient en tête directement, c'est toi, Lucas, on est supporter du Real. Mbappé, ce qu'il aime beaucoup faire, c'est qu'il a compris en fait ça. J'ai pensé à ça aussi. Il ouvre le pied pour tirer en fait de l'autre côté. Ouais, il fait mine d'ouvrir et du coup, ça fait qu'il est. Hier, il met 2 buts comme ça, Mbappé, parce que les gardiens, ils se disent à tout moment, il me la met au premier poteau. Et en fait, ça rajoute un panel à tout son potentiel de finition. Et là, franchement, c'est peut-être quelque chose qu'il devrait essayer de mettre en place. C'est pas très compliqué de fermer le pied. Et puis... Après, comme tu l'as dit aussi, s'il la met bien puissante, assez haute, sous la barre, sous la barre, ça rentre aussi. C'est inarrêtable pour les gardiens. Surtout qu'il se trouve à quoi 7 mètres du but. Ouais. 7, Et Bernardoni, il est déjà sur ses appuis, il est prêt à plonger au sol déjà, ça se voit. Totalement. Exact. Ouais. Et puis après, il manque de chance aussi parce que il la reprend bien parce qu'après elle part sur Crivelli, mais heureusement il ressort vite. Il suit assez vite quoi. Ouais. C'est un grand geste de gardien. C'était un bon match pour Bernardoni donc et cette action illustre parfaitement ça.
Ensuite, pas trop d'occasions. On a des frappes d'Yverdon, mais un peu molles. Mal n'a pas eu trop de choses à faire dans ce match. Bon, il en a arrêté 3-4 comme celle-ci qui finissent sur lui, pas très puissantes. Il arrête ça tranquillement. Ouais. À part ça, pas grand-chose pour lui. Hein. Ouais. Et c'est à peu près tout pour la première mi-temps. Et déjà, en première mi-temps, à la mi-temps, je me dis, je pense que ça va finir en 0-0. Je sais pas vous, mais moi, en tout cas, je me suis dit, on est mal parti. Bon, on les connaît, ces petites équipes, elles veulent arriver à 0-0 à la mi-temps, et ensuite en seconde mi-temps, ils veulent encore plus hacher le jeu, ils perdent du temps sur des fausses blessures, des dégagements qui prennent une plombe, et ils veulent tout simplement hacher le match le plus possible pour que ça se termine en 0-0, voire gagner 1-0 sur un espèce de coup du sort, un truc un peu... C'est ça, sur sorti une nulle part. contre-attaque. Ils ont tenté des contre-attaques. Des fois, parce que nous, on était beaucoup à l'assaut de la surface, on jouait autour comme on fait d'habitude, un peu cette stratégie de handball contre des équipes un peu plus faibles. Faire un peu l'auto-noir, ouais. Et eux, ils jouaient beaucoup en contre. Ils essayaient de nous avoir sur le dos parce que Adams et Rouillet montaient assez souvent, donc pour avoir la supériorité numérique. Il y a eu CSPDS qui a essayé des transversales. Ouais. Et pour le coup, autant la saison passée, j'ai trouvé qu'on avait du mal sur ce genre de situation, mais là, j'ai trouvé que la défense gérait très bien les contre-attaques d'Yverdon. Et ils ont jamais vraiment été dangereux sur ces contre-attaques. Alors que la saison passée, je me rappelle d'un but de Sautier contre nous, il me semble que c'est sur une contre-attaque, et un but à Winterthur aussi. Ouais, on était déjà à 10 contre 11, je crois, à ce moment-là. Mais au moins, il y a ce point-là qui est un peu plus positif sur ce match. Exactement. Après, moi, à la mi-temps, honnêtement, pour reprendre ce que tu dis, moi, déjà contre Saint-Gall, là, ce qui me frustre un peu, c'est qu'on est reparti sur. Tu sais que. En fait, t'as vu tellement de matchs Servette que tu sais que Servette ne va pas marquer. Ouais, donc tu te dis, soit t'en perds, soit t'en fais match nul. Mais on va pas marquer dans un match comme ça. Et puis, c'est encore une question de l'animation offensive, c'est qu'on n'a pas un joueur où on se dit, lui, il peut débloquer le match. Tu vois, devant. S'il est inspiré, Kuteza, moi je dirais, mais c'est plus compliqué. Ouais, c'est vrai que. Et j'ai l'impression que Kuteza, quand il débloque le match, c'est plus au début des parties. Il prend l'ascendant assez vite. Dès qu'il commence un match plus compliqué, il a plus de mal à se ensuite à se mettre dans le. Ouais. Alors qu'il y a des joueurs que, on cite beaucoup, Bedia, il pouvait à tout moment sortir et se faire la différence sur les derniers moments, dans les 30 dernières minutes. On a moins ce jour-là, même dans les entrants. On n'a pas de super sub, de gars qui fait la différence. Non, ça c'est sûr, avec toutes les blessures. Mais voilà. Ouais, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Un joueur qui, même s'il est absent durant 70 minutes, il marque un but à la fin alors qu'il a rien fait avant. Ouais. C'est ça. Comme tu l'as dit, il doit bien débuter le match pour bien le poursuivre ensuite. C'est vrai que quand on y pense, les buts c'est de plus Kuteza, Konya qui arrive à la fin. C'est vrai. Konya, il a un peu plus ce truc il arrive à débloquer des situations. Ouais. Quand il veut tirer. Ouais, c'est ça. C'est vrai que moi, quand j'y pense, les buts de Kuteza cette année, ça a été beaucoup dans la première demi-heure. Exact. Ouais. C'est dès qu'il a eu il a eu l'avantage du duel contre son défenseur. Dès le début du match, il prend la confiance et il arrive à faire la différence. Ouais. S'il n'arrive pas, au début, il se frustre. Et après, dans les actions ensuite, en deuxième mi-temps, il va essayer de se la jouer plus individuel. Il va être moins précis. La fatigue va prendre le dessus. Parce qu'il commence très vite, très fort. Ouais. Donc, un peu peut-être moins de lucidité sur la fin de match. Tout à fait. Mais après, au-delà de ça, je pense que dans ce match-là, Eberly, il peut, à la mi-temps, essayer un truc tactique. Il faut changer quelque chose parce qu'en fait, là, la tactique, elle est trop obvious. C'est trop... on s'attend à ce match. Yverdon, ils sont surpris à aucun moment. Ouais, ça c'est vrai. Ils savent exactement notre plan de jeu. Et moi, ce que je reproche un peu à Servette, en général, puis plutôt au coach, parce que c'est le rôle du coach, c'est de pas, innover. Tenter quelque chose, même si ça soit que sur la première mi-temps. Mais par exemple, en première mi-temps, moi, ce que j'aurais trouvé intéressant de faire contre Yverdon, c'est les prendre totalement à revers et de leur dire, vas-y, prenez le ballon et nous, on va jouer en contre-attaque. Parce qu'on a les joueurs pour. On a Konya qui est un bon joueur de transition, t'as Antunes qui peut garder les ballons, et t'as Kuteza et Stevanovic qui sur les côtés vont à 2000, t'as Crivelli qui sur une contre-attaque, tu envoies un long ballon sur lui et il va faire une déviation. Moi, j'aurais trouvé plus intéressant de tenter quelque chose comme ça. Moi, c'est assez smart, parce que souvent, les équipes qui jouent pas au ballon, si tu leur donnes le ballon, ils savent plus quoi faire avec. Ça peut jouer avec, ouais. Exactement. Et ça pourrait nous avantager, ça aurait pu être, et je suis d'accord avec toi, je te rejoins là-dessus, il aurait pu essayer quelque chose à la mi-temps.
mais malheureusement. Après, est-ce que vous connaissez beaucoup l'entraîneur suisse et suisse-allemand particulièrement qui font des changements à la mi-temps aussi drastiques Non. Moi, je m'attends jamais à ce genre de changement avec nos Typiquement, j'aurais entraîneurs. trouvé intelligent de faire ça de la 0 à la 45e, Mm. puis de la 45e à la 90e, tu repasses dans ton mode de jeu à toi. C'est ça, ouais, tu tentes au début. Ouais. Dès que tu prends l'avantage, tu repasses dans ton système. Parce que Ouais. ces équipes-là, si tu leur donnes le ballon à 0-0, ils vont pas savoir quoi faire. Mm. Ils perdent 1-0, ils vont vouloir attaquer. Et là, tu peux en reprends ton profiter, plan de jeu, Mm. tu les Exactement. reprends à revers et tu Ouais. peux continuer à. Ça va totalement les chambouler. Et puis Ouais. tu prends pas beaucoup de risques parce qu'une équipe qui joue jamais avec le ballon, s'il lui donne le ballon, ça va pas être le Barça du jour au lendemain. Ouais, Ils exact. vont pas te mettre 3 buts. Ils vont un peu dominer sur le jeu, la possession. Mais Ça toi, va tu être peux une les avoir en possession contre un stérile. peu plus. Ouais. Ouais. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vrai que, comme tu l'as dit, j'ai l'impression qu'on les a jamais vraiment bousculés. Ni surpris. Ils attendaient à ce genre de match et ça leur a tout à fait convenu. Ça a été un match monotone de A à Z. Ouais, exact. Bon, il y a eu quand même un bon changement dès qu'on a fait rentrer les joueurs. Guimeno, Ouattara. On a eu plus d'actions, en tout cas offensives. Après, il y a eu Varela. Il y a eu Varela, ouais. Et puis, on a fait que 4 changements. On n'a pas fait Mais 5. puis parce qu'il y a une session des 3 sessions disponibles qui a été utilisée pour Ouais, Séverin. ouais, exact. Donc ça fait que tu n'avais Ouais. plus que deux fenêtres. Ouais, il a fait un pour les- double changement au début. Ce qui a permis à quand même Guimeno de s'illustrer un peu sur des actions. Où 66e, ouais. il avait pu avoir 2-3 frappes. Il est un peu plus animé offensivement que Crivelli, selon moi. Ouais, Crivelli était pas du tout inspiré. Ouais. On sait que devant le but, il a quand même du talent. C'est juste que, moi je le répète, son poste, c'est pas attaquant de pointe. Non, Pour moi, c'est un bien sûr. deuxième attaquant, il a besoin d'un autre, un attaquant de pointe devant lui. Et c'est pas lui rendre service que de le mettre dans des conditions pareilles. Non, bien sûr. Puis à Saint-Gall où il était bon, c'est quand il jouait en faux neuf. Mais je Ouais, trouve il même avait que. toujours un joueur à côté de lui. Exactement. Ouais, Il était toujours un peu libre. C'était Ouais. l'électron libre devant. Moi, il je l'aurais était mis, j'aurais alterné des fois Antunes et Guimeno Ouais. pour Ouais, tenter exactement. quelque chose. Et laisser un attaquant, Guimeno qui tourne autour, vraiment un faux Puis neuf. encore plus maintenant avec l'attaquant qu'on vient Ouais. de recruter. Mhm. Parce qu'il a un profil qui se rapproche beaucoup plus de celui de Crivelli. Donc ça veut dire que tu peux interchanger les joueurs avec des profils plutôt similaires. Ouais, bien sûr. Ouais. Ça, on va en parler de Ouais, bien sûr. Ndoye. Mais pour revenir sur la fin de match, on a eu plus d'actions. Je sais pas si là dans le À replay partir de- on en a, ouais, quand mais il- genre on a eu Quand il manquait 15 minutes, quelque chose comme ça. ouais, Ouattara qui s'est illustré. Et avant cette frappe-là, parce qu'on voit le ralenti où il fait la fin de frappe, il y a eu un centre qu'il a amorti de la poitrine et il tire, mais il y a un défenseur qui contre. Ah oui, qui pouvait Ouais. bien partir. Ouais. Et 2 minutes plus tard, il y a cette action-là où Mazikou centre, Stevanovic frappe, mais ça revient sur Ouattara. Et là, il fait, on a dit tout juste, fin de frappe, mais malheureusement. On a tous espoir qu'elle rentre à ce moment-là. Après, il me semble que le double changement, il fait du bien, pas de manière anodine ou parce que c'est les joueurs qui rentrent qui font du bien. C'est plus, j'ai l'impression, quand tu fais rentrer Guimeno à la place de Crivelli, tu fais rentrer Ouattara à la place d'Antunes, c'est un message de, pas avec Antunes, mais en tout cas avec Crivelli qui sort, c'est un message de on va plus balancer et on va essayer de Ouais, de passer jouer en au pied. grande Ouais, de partie combiner un peu plus. au ouais. pied. Et comme par hasard, ça coïncide aussi avec la période où tu as plus d'occasions. Parce qu'on fait moins de longs ballons. Ouais. Et je trouve même que Guimeno il remplace plus Antunes et c'est plus Ouattara qui remplace Crivelli parce que Ouattara est plus devant et Guimeno essaie de tourner autour de lui et ce qui montre que Guimeno dans ce poste là il s'est montré beaucoup plus que dans les autres matchs où il était Ouais. Effectivement, seul devant en fait. Son entrée est positive. Et Ouattara, on l'avait vu rentrer sur le côté d'habitude, et là, on l'a vu beaucoup plus axial que d'habitude, Ouais. justement. Ouais, Là il était en bas devant quoi. ouais, il jouait au centre, en tout cas, ça c'est sûr. Ouais. Avec les deux devant, c'était pas mal. Après, j'ai trouvé, les changements ont fait du bien, mais j'ai trouvé que parfois, autour de la surface, ça se précipitait un peu, ça centrait. En plus, la pelouse aidait pas, mais les centres étaient pas très bons. Ouais. C'est Malheureusement. récurrent avec Servette. Ouais, les centres ouais. sont pas très bons. On essaye tout le temps de centrer. Des fois on devrait juste tirer de loin. Ouais, aussi. La preuve, dernière action, De Mazikou. Mazikou, ouais. Grosse frappe en dehors des 16. Elle n'est pas loin d'entrer, mais c'est la seule frappe de loin. Ouais, la seule, Vraiment. alors qu'il y a eu quand même des espaces pour essayer un peu plus de frappes. Ouais, bien sûr. Sur un terrain comme ça, t'envoies une frappe, elle rebondit mal, ça met Bernard Denis en difficulté, puis t'as toujours ce deuxième ballon, t'as ton attaquant, s'il est bien placé, il peut la mettre dedans. Il peut Mais y surtout avoir, qu'ils défendent à pratiquement 7 joueurs, je crois. Tu tires, à tout moment, c'est dévié par un défenseur. Ça trompe Bernard Denis. Ça peut jouer sur les détails, tu vois. Mais Mais de nouveau, tu t'arrives sur quelque chose de tactique. Ouais. C'est
quelque chose où ils s'attendent à ce que Servette passe sur les côtés et qu'ils fassent des centres jusqu'à ce que ça passe par miracle. Ouais. Donc c'est pour ça qu'ils sont 7 dans la surface. Alors que si tu as des joueurs qui peuvent potentiellement prendre leur chance de loin, comme moi je pense à un Timothée Cogna, il a une frappe qui peut potentiellement faire des dégâts. T'as coûté ça aussi. Ça, il a pas essayé une seule fois en dehors de la surface, alors qu'on sait que c'est quand même un exercice dans lequel il est à l'aise. Il faudrait peut-être ramener encore un peu plus de variation, tu vois, là-dedans. C'est ça. Ouais, effectivement. Ça, c'est trop de combinés et après, ça balance dans la surface sans vraiment. C'est prévisible. C'est prévisible, ouais. Eux, avec leurs défenseurs centraux qui sont grands, enfin, Krivili qui était pas inspiré, c'était facile pour eux. C'est ça. Le compte rendu des 3 derniers matchs, je crois, on a fait 3 matchs nuls. Non, on a perdu contre IB. Les 2 derniers matchs, on fait 2 matchs nuls. Quoique IB, c'était après Winterthur ou Winterthur, c'était après IB. Non, Winterthur, ça fait 1-1. IB, on perd. Ah, voilà. Et Saint-Gall. Et là, on fait 2 matchs nuls, ouais. C'est ça, ouais. On n'avance pas, quoi. Tu vois, les matchs nuls, ça montre. Bon, déjà, on a une stabilité défensive, quoi. On n'encaisse pas beaucoup. Mais devant, on n'arrive pas assez à marquer parce qu'on n'arrive pas assez à surprendre l'adversaire. Et ça fait 4 matchs où on fait des matchs nuls parce que on n'arrive pas à prendre le dessus sur l'adversaire. On a l'offensive, on a les tirs, on a les frappes, on a les XG, mais on n'arrive pas à surprendre. Ouais. Et parce que les adversaires nous connaissent. Parce qu'on joue le même style de jeu qu'on jouait en début de saison, qu'on les avait déjà affrontés la première fois. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment un style de jeu que tu peux avoir sur des terrains qui sont totalement nickel, quoi. Tu vois, c'est pourquoi on la plupart du temps, bon, peut-être pas sur le dernier match, mais la plupart du temps, à chaque fois qu'on va au Wankdorf, ça se passe bien en termes de jeu. Ouais. En termes de jeu, Servette, ça joue super bien. Et pourquoi ? Parce que c'est un synthétique. Et les synthétiques, généralement, ça réussit aux joueurs qui aiment bien jouer au sol. Mais après, il y a l'exemple de Lausanne où là, ça se passe rarement bien quand on va là-bas. Et c'est aussi un synthétique. C'est vrai. Mais Lausanne aussi, quand ils jouent contre nous, c'est l'événement de l'année, donc ils ont une autre motivation que quand ils reçoivent Winterthur. C'est vrai. Mais ouais, c'est au terme de. C'est vraiment. Servette, ils arrivent, tu sais comment ils vont jouer. Ouais. Et. Tu les bouscules pas, tu les surprends pas, malheureusement. Puis maintenant, t'es devenu un peu la tête à abattre, quoi. Ouais. Avec Lugano, tu fais partie des 2 équipes. Tu peux dire ce que tu veux, peu importe les résultats que tu as cette saison. Tu fais partie avec Lugano des 2 grosses têtes d'affiche de ce championnat. Et tu fais toujours peur. Quand tu as Servette maintenant qui vient chez toi, tu te dis, ok, c'est un gros. C'est plus un club de milieu de classement ou un club qui vient chercher tout juste le podium. Comme on a pu le faire chaque saison en progressant petit à petit. Non, là, tu es le tenant du titre de la Coupe de Suisse, plus pour longtemps. Et tu es quand même une équipe qui, l'année passée, en championnat, t'étais pas loin, franchement, d'accrocher le titre. C'est devenu une équipe à abattre. Et donc, du coup, maintenant, t'as plein d'équipes qui vont analyser Servette et ça prend de moins en moins de temps à analyser Servette parce que tu sais exactement comment ils vont jouer. Et tu prends beaucoup moins de risques aussi face à ce Servette-là, vu que tu sais que c'est un des gros favoris du championnat. Exactement. Alors qu'il y a 5 ans, ils se seraient un peu plus découverts. Ils auraient moins haché la chose. Il y en a qui cherchent le match nul. Yverno est venu pour faire un match nul. Enfin, est venu. C'était chez eux, mais ils sont là pour faire un match nul. Pour eux, ça les arrange. C'est ce qu'ils veulent. Saint-Gall aussi, je pense, tu vois. Ouais, ils luttent contre la relégation, ils voulaient prendre un point, leur plan de jeu il a fonctionné malheureusement. En fait, c'est des équipes pour qui faire un match nul contre Servette, c'est un bon résultat. Totalement. Et ça, Servette a du mal contre ces équipes-là. Ouais. Il a plus de facilité contre les équipes qui veulent prendre 3 points contre Servette parce qu'elles s'ouvrent plus au jeu. Et ces équipes-là se posent toujours problème. J'ai regardé la série des 9 derniers matchs, on a une victoire, et c'était contre Lugano. Donc ça illustre parfaitement ce que tu veux dire. Ouais, c'est ça. Et puis t'as qu'à voir. Pour moi, les matchs où on est les plus catastrophiques dans le jeu, c'est quoi ? C'est Winterthur, c'est Yverdon. C'est toutes des équipes où tu te dis, mais sur le papier, il n'y a pas photo. Ouais. Et il doit pas y avoir photo sur le terrain. Bah si, il y a photo. Ouais, tu fais que des matchs nuls, tu stagnes, et puis voilà. On se fait surprendre sur des contre-attaques, enfin, pas hier, mais sur Winterthur, etc. Enfin, totalement. On se fait surprendre, il marque un but et après on court derrière le résultat. Exact. D'autres choses à dire sur le match ou vous voulez qu'on passe au top et au flop ? Écoute, il y a côté ça aussi, ils l'ont pas mis dans le résumé, mais qui a un moment déborde, dribble, sautier ou un autre défenseur, je sais plus lequel exactement, et il essaie de tirer alors qu'il a un angle totalement fermé. Et il le fait régulièrement. Le dernier match à domicile, il a aussi tiré sans aucun angle.
là, quand il fait ça, j'ai l'impression qu'il joue pour lui. Après, on connaît tous sa situation contractuelle. Ouais. J'imagine qu'il veut aussi se montrer, mais il a 2 joueurs dans la surface, il peut essayer de combiner pour marquer. Alors qu'il Je a suis vraiment aucun angle. Je suis d'accord, je vois totalement l'action. C'était à la deuxième mi-temps, je crois. Ouais. Et oui, il a Guimeno, ou je sais plus, peut-être Crivelli était encore là à ce moment-là, qui était en retraite. Ouais. Tu pouvais la remettre, mais il préfère tirer. Il essaye de se montrer, c'est un peu ce côté je tente et ça peut passer. Ouais. Mais des fois, il faut plus jouer collectif et faire la passe, quoi. Pour moi, il y a la bonne prise de risque et le fait que tu forces. C'est 2 choses totalement différentes. Quand il prend sa chance en première mi-temps, quand Bernardoni la sort, oui, ok, le geste, il peut faire mieux. Il y a peut-être une meilleure option à faire, mais si tu regardes, il ouvre son pied et si Bernardoni est une demi-seconde plus tard au sol, elle va à petit filet, ça fait un 0. Ouais. Mais comme a très bien dit Rubens, t'arrives devant un gardien, t'as pas d'angle. Si tu temporises une demi-seconde, une seconde en plus, t'as du monde qui arrive au centre, et bah tu vas choisir la frappe. Et tu récoltes un corner qui est une arme offensive en théorie, mais bon, Servette, on n'arrive pas à les tirer. Mais je trouve que... Moi, je trouve qu'on banalise trop le fait qu'on est marqué contre Saint-Gall sur corner. C'est un événement, c'est l'événement de l'année. C'est vrai. Ouais, ça pouvait qu'être Rouillet qui marque un but. Hein. Ouais, totalement. Mais pour revenir sur Kuteza, ça peut être aussi parce qu'il se met beaucoup de pression. Comme il est premier du classement des meilleurs buteurs, meilleur joueur de Super League, il a trop d'attentes et il se dit mais c'est là où je dois marquer. Et en fait, au lieu d'être lucide, il va se dire ok, mais je dois performer. Et il se met trop de pression et généralement, les joueurs, quand ils se mettent trop de pression, c'est pas très bon. Mais est-ce qu'il se met trop de pression d'un point de vue collectif ou d'un point de vue individuel? Ouais, voilà. Sur lui-même, il se dit est-ce que je dois marquer pour l'équipe ou est-ce que je dois marquer pour moi-même? C'est ça pour lui. Il se dit je dois marquer, c'est moi qui dois porter Servette, c'est ma saison, je dois, tu vois, et il se met de la pression tout seul et ça fait que sur des choix, il va miser sur le choix individuel alors qu'il y avait un meilleur choix à côté. Ouais. C'est pour reprendre l'analogie sur le Real Madrid, Mbappé il disait exactement ça. Au début de saison, il pensait trop. Et en fait, le problème c'est quand il pense trop, il veut trop performer, faire de la stat et du coup il joue mal. Et en fait, il s'est dit au moment, il faut juste jouer. Laisser aller, jouer sans pression et juste arrêter de penser à tout ça et quand il faut faire la passe, fais la passe. Quand il faut tirer, tu tires. Et tu joues au foot sans stress. C'est exactement ce que disait Benzema, tu vois. Benzema, il a toujours dit, et ça peut paraître bateau, il a toujours dit aujourd'hui, le problème des attaquants, c'est qu'ils sont jugés sur les stats. Et pas sur ce qu'ils apportent profondément dans le jeu. Et par exemple, Benzema, il fait une année où, en termes de stats, c'est lunaire, où il prend justement son ballon d'or. Mais sinon, Benzema, les autres années, statistiquement, ça reste toujours très bon. Mais il est vraiment dans le jeu. Et il va jamais rien forcer. Tu le verras rarement forcer une frappe. Il va toujours soit te frapper si c'est la seule ou la meilleure opportunité à ce moment-là du match, mais c'est quelqu'un de très très altruiste aussi. Ronaldo, il pourra te dire. Il a aussi mangé là-dessus. Ça, c'est comme Steva. Steva, il a un peu ce même comportement. Si le meilleur choix dans une action, c'est une passe, il va faire la passe. Si la meilleure action, c'est la frappe. Des fois un peu trop. Des fois un peu trop. Mais je suis tout à fait d'accord. La saison passée, je suis sûr que Kuteza, il force pas le tir sur cette situation-là. Ouais, c'est ça. Et au début de saison, je pense qu'il pense pas à faire les stats. Il se dit juste jouer et du coup, il performe. Après, il est sur une bonne forme, mais après, dès qu'il y a une coupure, il faut reprendre. Il faut reprendre et parfois, il a un peu de mal. Ouais. Après, il fait quand même des différences hier. Hier, il fait son match. Il n'y a pas. Non, bien sûr. Il fait son match, Mais je voulais quand même mettre ça en évidence. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, j'ai l'impression, sur le match. On a déjà bien développé pas mal sur un match 0-0. Ouais, ça c'est vrai, on a fait pas mal de sujets différents. Ouais, c'est bien. Alors on va passer au top et au flop et on va débattre sur les joueurs, quoi. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Voilà, mais il n'y a pas eu de but, donc on n'a pas pu dire goal pour Servette FC. On regarde plus en bas en ce moment. Ouais, exactement. Ouais. Alors, top et flop, je pense qu'on va commencer par peut-être le plus dur. Alors, ça sera les tops, puisque c'était pas forcément un match exceptionnel. Commencer. Qui veut commencer? Moi, si je dois donner un top,
Il a pas eu énormément de choses à faire, mais ce qu'il l'a fait, il l'a bien fait. Moi, je mettrais Mal. Mal. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'est vraiment un des Servétiens qui a vraiment tenu son rang. Après, il est gardien, mais il a eu peu d'interventions, mais je l'ai trouvé rassurant dans toutes ses interventions. Il n'y a pas une balle où il l'a capté en 2 fois en catastrophe. Il y a l'action sur Tazar où il la sort quand même. Donc, il a fait son match. Il a bien gardé Servette quand il fallait les garder dans le match. Et puis, non, je l'ai trouvé très pro, quoi. Mais du Joël Mal, quoi. Ouais. Du bon Joël Mal. Toi, t'as trouvé comment Mal? Rassurant, il a fait son travail. J'ai pensé un peu à son jeu à pied quand je les voyais combiner un peu avec lui. Je me demandais s'il allait faire une bêtise comme à Lugano, mais non, il a été rassurant. Il a fait les arrêts qu'il fallait faire. Il a fait son match. Ouais. Jeu à pied, j'ai trouvé juste dommage qu'il cherche trop le dégagement que la construction de jeu. Mais après, c'était peut-être une consigne je pense que de l'entraîneur. C'est possible. Tactique, parce que Joël Mal, on voit typiquement que c'est un gardien. Je trouve qu'il recherche encore plus à repartir court et au pied qu'un Jérémy Frick. Ouais. Ouais, je suis d'accord, mais Mal, si le match avait été à domicile, tu peux être sûr qu'il aurait essayé de combiner un peu plus avec ses défenseurs. Alors que là, effectivement, il a un peu beaucoup dégagé. Ouais. Mais prestation bonne du gardien qui fait aussi un clean sheet. Les 2 meilleurs joueurs des 2 équipes, c'était les gardiens. Ouais, là, c'est clair. Je suis d'accord pour Mal. Il a fait une bonne copie. Il n'a pas eu trop d'arrêts à faire. Mais les arrêts qu'il a dû faire, il les a fait. Toi, Rubens? Un petit top Mazikou. On en parle pas assez, mais il fait ses matchs. Il est percutant, il combine bien, il prend son côté gauche. Hier, il met une bonne frappe, ce qu'il met pas habituellement. Il y a même un Servette avec et un Servette sans Mazikou. C'est plutôt le même Servette. Quand on a eu Magnin arrière gauche, même si j'aime bien au milieu de terrain, c'était plus compliqué. Donc quand même lui rendre ce petit hommage entre guillemets, parce qu'on valorise pas ses performances alors que depuis un an il est très très bon. Moi je suis assez d'accord avec toi, Mathieu. Moi c'était ma target l'année passée. Moi, franchement, tous, je pense, tous. On l'a tous descendu, sauf il faut le laisser. Vijan, il l'a toujours défendu. Il a toujours dit laissez-lui du temps, il va réussir. On est forcé de constater qu'il avait raison. Effectivement. J'aurais jamais cru dire ça, mais oui, Mazikou fait partie maintenant des cadres de Servette. Il y a pas photo. Il a réussi à retenir la situation. Et puis je trouve bien que Rubens relève son match parce que oui, clairement c'est un de ceux hier qui a vraiment été au niveau, je trouve. Franchement, il a fait son match. Défensivement, je crois qu'il s'est presque pas fait passer. Si Bernard Denis sort pas l'arrêt de la semaine, il marque en plus un but. Donc, non, vraiment, c'était un super match de Mazikou. Ouais, un très bon match de Mazikou. Et puis, je suis d'accord avec la régularité, quoi. Tu l'as vu quand Mazikou n'était pas là pendant presque un mois à cause des blessures. Ouais. C'était dur. C'était dur, ouais. Et puis j'ai dit, la dernière analyse, on voit souvent un très bon ailier par le fait qu'il y a un très bon latéral derrière. Et là, Kuteza s'est démarqué dans ce match, mais aussi parce qu'il y a Mazikou derrière qui lui faisait les bonnes passes. Puis Mazikou apporte des choses offensivement que un Magnin latéral gauche n'apporte pas. Tsunemoto n'apporte plus trop d'ailleurs. Ouais, qui est un peu plus discret. Beaucoup moins, je trouve. Après, on peut pas forcément le critiquer sur son match, mais c'est vrai qu'il est très discret comparé à la saison passée. Ça veut dire qu'il est mauvais. La saison passée, c'était le latéral droit du championnat. Peut-être le coach, comme on a changé de coach, Weiler était beaucoup plus proche de Tsunemoto que de Mazikou. Peut-être. Une question de confiance, aussi de consigne. Peut-être que maintenant, c'est le latéral gauche qui monte plus que le latéral droit. Parce que forcément, s'il y a un qui monte, l'autre ne monte pas. Ouais, effectivement. Mais c'est vrai que pour un ailier gauche, si tu as un latéral gauche qui monte, qui dédouble, qui provoque du danger, le latéral, du coup, il n'apporte pas du tout la même façon de la situation. Donc ça rend service à Kuteza d'avoir un Mazikou aussi actif sur ce côté. Exact. Du moment où le latéral va monter, ça t'offre une possibilité de passe et souvent ça t'ouvre de l'espace. Parce que s'il va dédoubler dans ton dos, ça veut dire que le latéral va suivre le latéral qui est monté. Donc ça va te donner plus d'espace ou de temps pour soit la mettre dans la boîte, soit armer une frappe, soit pourquoi pas donner au latéral qui dédouble. Donc c'est toujours hyper intéressant. Et puis c'est le football moderne. C'est toujours là où tu vas remarquer un bon latéral, c'est sur l'apport offensif. Parce que la plupart du temps, les bons latéraux sont des joueurs défensivement assez stables, avec des bonnes qualités. Et c'est un très bon latéral va faire la différence sur ce qu'il l'amène offensivement. En tout cas, c'est mon point de vue. Mais souvent, c'est un peu le rôle du latéral moderne. Quoi. Il faut d'apporter défensivement et offensivement et d'être là défensivement aussi, mais d'apporter beaucoup plus offensivement que défensivement. Ouais, tu vois les tout bons latéraux aujourd'hui, les Théo Hernandez, les Achraf Hakimi, c'est des latéraux offensifs. Ouais, c'est même plus des défenseurs. Presque plus. C'est presque des pistons. Et il faut aussi relever que lorsqu'on a joué le week-end passé contre Saint-Gall ici à domicile,
Mazikou, il s'est beaucoup recentré. J'ai remarqué durant le match comme un faux latéral avec Guardiola, avec De Zerbi, et il a pas du tout fait hier. Il a très bien dédoublé, il a très bien pris le couloir, donc ça a relevé aussi. Ouais. Moi, j'aime pas avoir des latéraux comme ça qui se recentrent, surtout dans des périodes aussi longues du match. C'est vrai que parfois Mazikou aime bien se mettre en 6. C'est vrai. Juste Ouais, devant mais- pour la mais construction. Ça, c'est l'entraîneur qui doit lui indiquer. Hein. Ouais, je pense. Totalement, Ouais. Je pense pas que ce soit lui qui se dise, allez. Non, c'est pas un déplacement naturel Ouais. de latéral. Ouais. Non. Donc, j'ai bien aimé qu'il ait pas eu ce comportement sur ce match-là. Moi, comme top, vous avez tout pris, hein, je pense, mais je vais quand même en dégager un. Kuteza. Ouais, moi, s'il y en avait encore un à relever, j'aurais relevé. Il a eu les actions, il a débordé, il a fait du mal à Soucé, beaucoup. Moi, je pense qu'il était très percutant, mais il manquait la finition. Peut-être, justement, il n'est pas le top numéro 1 du match, mais dans le top 3. Et je pense qu'il a fait une bonne copie qui peut perdurer sur les prochains matchs, quoi. Ouais, écoutez ça, ouais. C'est de toute façon la suite de ses performances. Il manque juste encore les stats, mais. Exact. Enfin, les stats, il les a. Ça, c'est les ça stats. fait 2 matchs qu'il a pas marqué, hein. Je suis hyper exigeant, mais. Les stats, il les a, là. Il a pas marqué en 2024. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Mais, non, mais 2025, ouais. t'as juste envie de le voir scorer, parce que tant qu'il score pas, tu te dis, lui, il a 2 matchs de disette, là, oulala. Ouais, tu restes un peu sur ta fin. Mais c'est vrai qu'il est actif, il fait toujours des différences, donc ça fait peur aussi à l'adversaire. Ouais, totalement, bien sûr. Puis, écoutez ça, ils sont prévenus maintenant. Ouais. c'est plus le Kutesa de quand il arrive, qui était irrégulier. Qui était en concurrence avec Fluquet. Oh là là. On est loin de cette époque. Hein. Exact. On va passer au flop. Est-ce que vous avez des noms à sortir? Oui. Oui, on en a. Oui, Parce que j'imagine qu'il y a plus de noms de flop que de top là. Moi j'en ai 2 à ressortir, mais vas-y Mathieu. J'ai envie d'être trop agressif dès l'entrée. Non, moi, on s'est mis d'accord avec Rubens, parce que nous, on a déjà un peu parlé. On est les deux d'accord pour dire que l'entrée d'Adams. Ah, carrément en top numéro 1, Adams. Ah ouais, moi hier, Wow. il coûte pas cher, mais il peut coûter super cher. Parce que franchement, il fait des mauvaises relances. Techniquement, il y a 2-3 fois où il rate une passe à 2 mètres. Puis, malheureusement pour lui, s'il est attaquant de pointe, je sais même pas si je le mets dans les flops. Mais là, il est défenseur central, donc ça crie aux yeux devant ton écran. T'es là, mais il est pas du tout dans son match. Et moi, j'ai eu peur quand il est rentré. Parce qu'en fait, quand il est rentré, moi, j'ai presque su instantanément qu'il allait faire un mauvais match parce que premier coup franc, il n'arrive pas à lever la balle. Ouais. Et on sait, pour tous ceux qui ont fait du foot, quand tu fais une mauvaise intervention, 2 mauvaises interventions dès le début de ton match, après, il y a un truc qui va pas. C'est pour ça qu'on te dit toujours, réussis ton contrôle, ta passe au début du match, fais des trucs que tu connais pour te mettre gentiment dans le match. Et c'est quelque chose où hier, j'ai trouvé Adams moyennement, vraiment pas trop dans son match et puis moyennement bon. Et là-dessus, j'étais le premier surpris parce que des performances qu'il a fait, Adams, je l'ai toujours trouvé assez correct. Il s'est toujours bien mis dans l'équipe. Mais là, dans ce match de hier, j'étais quand même vraiment déçu, quoi. Ouais, il m'a fait des frayeurs aussi, je te rejoins tout à fait. Autant mal, par exemple, par son jeu au pied, m'a rassuré. Lui, à chaque fois que je le voyais amortir un ballon, faire une passe, et en plus, il a loupé quelques passes qui ont été perdues juste après la ligne du milieu de terrain, et ça lance une contre-attaque. Tu te dis, à tout moment, on va se prendre un but sur une bêtise à lui, tu vois. Ouais, totalement. C'est ce que je me suis dit au fur et à mesure du match. Ok. Dans les duels, c'était pas exceptionnel, enfin, c'était pas du tout rassurant. Ouais, c'est vrai que dans les duels, compliqué aussi. Ah ouais, à vrai dire, j'ai pas noté un. Bon, après, je l'ai pas observé, hein, donc peut-être que vous avez vu des trucs que j'ai pas vu. On sait que t'es pas d'accord avec nous, on sait. Mais je l'aurais pas mis. Ouais, je l'aurais pas dit que c'était le flop du match. Il a rien coûté à Servette au final. C'est un 0-0. Et pour un défenseur, un 0-0, c'est un bon résultat. Et c'est très difficile de rentrer dans un match à la 25e minute, remplacé et en plus en défense en centre. Moi, je trouve qu'une charnière centrale, faut qu'elle soit sereine. En fait, pour moi, les défenseurs centraux, c'est un duo. Si ça va pas, c'est que les deux, ça va pas. Et pas juste un des deux. Parce que c'est un binôme, faut parler, faut se connaître, faut bien se replacer. Et du coup, je pense que là, c'était plus la charnière Rouillet-Adams qui a moins performé. Et parce que de base, c'était là une charnière Rouillet-Séverin.
Et donc Rouillet n'était pas prêt de jouer avec Adams aussitôt dans le match, et Adams n'était pas prêt de rentrer dans le match aussitôt. Et il faut se mettre en jambe, il faut connaître, parce qu'en plus à l'échauffement, tu fais quelque chose pour connaître tes latéraux et ton central. Donc peut-être qu'il a fait un bon match. De là à le mettre comme flop numéro 1, je trouve que c'est un peu dur, mais après... Je te rejoins aussi, c'est vrai que rentrer à la 25e minute, Ah non, c'est pas facile. C'était compliqué, il a dû s'échauffer rapidement, etc. Mais après, moi je le mettrais aussi dans les flops parce que le reste, je les ai trouvés plutôt neutres ou moyens. Ah ouais? Et c'est lui que j'ai trouvé le moins bon ou le plus mauvais, tu vois. C'est lui qui est le plus ressorti du côté négatif. Puis, là où, si je reprends ce que tu as dit, au début de match, moi, les premières passes qu'il rate, je me dis, il est pas dedans, mais il va se mettre dedans. Il a encore la mi-temps pour bien se remettre les idées en place. Mais le problème, c'est que c'est un problème qui a perduré sur tout le match. En deuxième mi-temps, on l'a vu faire encore presque des plus grosses bêtises qu'en première mi-temps. Et c'est des bêtises qui n'ont eu aucune conséquence. Mais crois-moi que si une de ces bêtises avait une conséquence, je peux dire que là, autour de cette table, ce serait encore pire. Il nous aurait coûté le point du match nul. Et franchement, il y a eu des moments où j'ai eu très peur. Peut-être qu'il a été mis dans un rôle qui lui convenait pas. Parce que souvent, dans les défenseurs, il y en a un qui est relanceur et l'autre qui est juste là pour stopper en couverture. Et peut-être que c'était le rôle de Séverin. Et que Adams, c'est pas trop son rôle de relancer, peut-être pas beaucoup bon jeu au pied. C'est pas sa qualité première, ça c'est sûr. Et mais après, je pense qu'à la fin du match, j'ai vu une inversion quand même. J'ai vu Adams plus en couverture de Rouillet, mais c'était dans les 30 dernières minutes du match, où on coupait plus l'herbe sous le pied à Yverdon. Et moi par contre, quand j'ai vu que Séverin était blessé, je me suis pas du tout inquiété parce que je me suis dit s'il y a bien un poste où on est assez pourvu, c'est la défense centrale. Donc j'étais pas du tout inquiet quand je l'ai vu rentrer. Par contre après ça m'a bien. C'est pendant le match qui t'a inquiété. Dès sa première intervention, je me suis dit que c'était compliqué. Adams s'y rentre, mais bon, voilà, c'est Adams. Ça va. Il va faire le taf. Ok, très bien. Un autre flop. Il y a quelqu'un dont on parle pas du tout et on l'aurait peut-être incendié dans d'autres contextes. Mais Eberle, on a une victoire en 9 matchs et on parle jamais de lui. C'est vrai. Et il a quand même des torts, ne serait-ce que dans le plan tactique dont on a parlé avant, des changements, les entrées systématiques de Ouattara. Enfin, il y a des choses qu'on peut relever et on parle jamais de lui. Donc Eberle, flop parce que t'as quand même une équipe qui a gagné un match sur 9, on attend plus de toi. Oui, et pour le manque d'adaptation tactique à l'adversaire aussi, parce que là, bon, certes, il y a eu Magnin qui a été placé dans le 11, mais ça, c'était plus une logique parce qu'il était meilleur qu'on doit ces derniers temps. Mais comme tu as dit Mathieu, il n'y a pas eu on leur laisse le ballon parce qu'ils ne savent pas jouer au ballon. Il n'y a pas eu de réflexion autre allez, on tire de loin parce que ça passe pas. Il y a vraiment eu un acharnement sur notre tactique. On a voulu perdurer sur 90 minutes ce qu'on faisait qui ne marchait pas. Et à un moment, il faut changer. Ça, c'est le rôle du coach, c'est pas les joueurs. Je vais peut-être être dur, mais moi, je trouve que sur les 9 derniers matchs, je trouve qu'on est limite en train de régresser en termes de niveau. Moi, je trouve que dans le jeu, on dégage de moins en moins de schémas travaillés, de tiki-taka. Moi, je trouve qu'on a beaucoup moins d'actions de Servette qui vont au bout, qui sont made in Servette, comme on pouvait le voir en début de saison, comme on l'a vu l'année passée, des actions où dans les petits espaces ça combine, ça finit par un but. Là, quand tu regardes le dernier but qu'on met comme ça, et je pense que c'est un qui fait vraiment une exception parmi les 9 matchs, c'est le but à IB. Le but à IB, c'est typiquement un but à la Servette, où tu as Simba Koli, Koutessa qui combine, et ça part aussi d'une action collectivement construite. Mais sinon, le but contre Saint-Gall, c'est un corner. Et tu as beaucoup moins d'action, je trouve, et de l'identité de jeu qu'avait Servette. Et ça, j'ai l'impression que c'est Eberle qui s'acharne sur, comme tu dis, sur une tactique qui ne marche pas actuellement. Et peut-être qu'elle marchera avec les joueurs qu'on apportera à l'équipe. Mais actuellement, je trouve que notre effectif, il est trop juste pour tactiquement être que sur un plan. Et puis en plus, quand tu as les ambitions de Servette, tu es obligé d'avoir plusieurs schémas tactiques, ceux qu'on ne voit pas. On voit une équipe de Servette qui, de la première minute à la 90e, va rester sur le même schéma et ne va jamais alterner ou changer des choses. Sûr. Peut-être par un manque de banc aussi. Un manque de profondeur de banc. Peut-être qu'il n'a pas les joueurs pour changer en fait. Il n'y a que des joueurs qui, soit ils font faire. En fait, il a son meilleur 11, c'est celui-là qu'il met. Puis les joueurs sur le banc, c'est des joueurs qui peuvent peut-être faire la différence, mais c'est pas des joueurs
en qui tu peux compter dans ton 11. Non, mais alors ça, c'est pour Oui, ça il y en a que très peu. si tu regardes Eberle tactiquement, honnêtement, je vais être dur, hein, moi je trouve qu'il apporte rien. Tactiquement, je ne vois aucun apport de Eberle. Je crois qu'il n'y a pas un match que j'ai en tête où je me dis Ah oui, il là, intervient durant le match. là et oui, Eberle, par des là, il changements, fait quelque chose, tu vois. Alors que Weiler, il y a eu des fois où Weiler, il était en 4-4-2, up, en plein match, il passe Ah en oui, 4-3-3. Ouais. Et là, tu te dis, tout d'un coup, il a cette polyvalence-là, il fait ces changements-là, mais il avait un meilleur banc. Ouais, Il avait l'effectif quand de la même, saison passée était quand même différent. L'effectif était quand même plus fourni, donc plus d'options. Mais là, cette année, je trouve que à sa décharge, il a vraiment un effectif super limité. Mais en même temps, il fait rien pour inverser la tendance. Moi, j'ai l'impression qu'Eberle, pour l'instant, son taf visible, en tout cas, parce qu'on ne sait pas ce qu'il fait pendant la semaine. Hein. Ça se trouve, pendant la semaine, il met en place des schémas tactiques qu'on ne voit pas sur le terrain le week-end. Mais j'ai l'impression que pour l'instant, il est là pour être là et pour juste avoir peut-être une structure dans le vestiaire et aux entraînements, mais c'est tout. J'ai l'impression que sur un terrain, il transmet pas une sérénité tactique ou cet aspect-là que l'entraîneur de Lugano, Croci Tortilla, ou une intelligence tactique pour pouvoir inverser les matchs. Ouais, débloquer des matchs. Tu vois, hier, Winterthur, il gagne 2-0. Croci Torti, il fait un changement à la mi-temps, il fait rentrer Timignani, il met 2 buts. Je sais pas si c'est anodin, tu vois. Ouais, Non, c'est pas anodin, réfléchi. c'est pas anodin, Si hein. c'est un changement à la mi-temps, c'est que c'est Pour réfléchi. moi, c'est pas quoi. anodin. De Donc, faire un changement pareil. Donc effectivement, oui, là, comme tu l'as dit, t'as toujours le même schéma. En plus, il y a Antunes qui revient de blessure. J'en suis très content, mais c'est vrai que ça accentue encore plus cette espèce de petite construction. Exactement. Ouais, il est pas à 100% non plus, Antoine, Ouais. ça se sent. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, il apporte pas quelque chose de différent par rapport à ce que Eberle veut construire. Mhm. Après, je suis quand même très content qu'il soit revenu parce qu'il fait du bien. Ah, il fait du bien. Ouais, bien sûr. Ouais, il fait du bien. Mais quand Cogna a été suspendu en fin d'année, Antunes blessé, c'était l'occasion parfaite pour mettre Guimeno en deuxième attaquant. Il l'a pas fait. ouais. Il l'a pas fait, alors que pour moi, c'était l'occasion parfaite de le tenter et de relancer Guimeno parce que, sincèrement, hier, il est plutôt bien rentré, mais il ne sert à rien sinon. Mhm. Il apporte rien de particulier. C'est vrai, c'est vrai. Je Ouais, suis c'est- d'accord avec vous. Une gestion discutable, quoi. Que ce soit tactique ou des joueurs, je trouve, je te rejoins. Ouais. C'est quand même quelque chose où, voilà, il peut mieux faire quand même. Et puis on a vu mieux avec Weiler. On a à comparaison sur un, Ouais, on a sur vu un, mieux, ouais. un récent passif, bah c'est avec Weiler. Moi, Weiler, franchement, il y a plein de matchs où je me suis dit, là, il peut inverser la tendance. Parfois, il n'y arrivait pas. Parfois, il y arrivait. Mais il avait cette prise de risque là. Et il n'hésitait pas à changer, tu vois. Et là, tu vois, les changements d'hier, c'est quand même neutre, quoi. Ça rejoint beaucoup ce qu'il fait sur les autres matchs. Quand tu fais rentrer Guimeno pour Crivelli et que tu fais rentrer Ouattara pour Antunes, bah, c'est juste, tu fais un tournus, mais il y a... Voilà, il Là, il fallait peut-être tenter Ben Yangba. Ouais, Je sais pas, typiquement. Moi, tu vois, si tu veux jouer sur des longs ballons, moi, ce qui me vient à l'esprit, Peut-être qu'il c'est était que, pas apte à 100%. c'est que tu passes en 4-4-2, parce que Yverdon n'a pas la balle, donc si J'allais t'enlèves venir, un milieu de terrain, c'est pas grave, parce que t'as Magnien et Cognac qui courent comme des fous, tu peux enlever Antunes. Aucun souci là-dessus. Mhm. Mais à ce moment-là, tu fais rentrer Ben Yangba, t'as 2 profils costauds devant avec Crivelli et Ben Yangba. Et là, si tu veux jouer les longs ballons, ça devient intéressant parce que les défenseurs qui étaient déjà grands de base, ils se mettent à 2 sur Crivelli. Et ben maintenant, ils se mettront 1 sur Ben Yangba, 1 sur Crivelli. Et un contact en 1 contre 1, les duels en 1 contre 1, c'est beaucoup plus facile à gagner pour un attaquant. Mhm. Donc, typiquement, tu vois, tenter un 4-4-2, qu'est-ce que tu perds ? C'est pas une énorme prise de risque. Ne serait-ce que tenter sur 10 minutes, Crivelli en pointe et Guimeno en deuxième attaquant. On le voit jamais. Ouais, Ouais. typiquement. Mais là, quand tu fais rentrer Guimeno à la place de Crivelli, Il n'y a aucun changement tactique. Ouais. exactement. Ouais, C'est des je changements suis poste pour assez poste et on d'accord. reste sur le même schéma. Donc, je voulais juste mettre ça en évidence parce que on est en Suisse, donc là, on va pas mettre le feu au stade ou au terrain d'entraînement à Vessi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans d'autres contextes, avec une équipe qui a des ambitions comme Servette cette année, il aurait pu être viré. Oui. Une victoire sur 9 matchs, c'est presque un tour de championnat où on a gagné un match. Moi, je pense Tu qu'on vois est dans les pires bilans. Ouais. Sur les La 9 derniers forme, matchs. ouais, je pense. Ouais, actuellement. La saison passée, Bon, on a eu pas- des phases comme ça, on avait 3 matchs sans victoire, mais là, c'est une victoire sur 9. On fait pas de bruit parce qu'on est à Genève, et voilà, mais il faut quand même le relever. Il faudra un sursaut d'orgueil contre Moi, je trouve bizarre Getse, quoi. que on parle moins d'Eberle qu'en début de saison maintenant. Tu sais, en début de saison, on avait des résultats au début de l'année. Au tout début du championnat, on a fait 3 victoires de suite. En Coupe d'Europe, on n'a vraiment pas eu de chance, mais en termes de perf, c'est dur de vraiment dire quelque chose. C'est contre Braga,
tu passes un peu à côté sur certains aspects, mais dans l'ensemble, sur les doubles confrontations, tu tiens ton rang. Contre Chelsea, j'ose même pas dire, tu gagnes contre Chelsea ici. Et dès qu'on a eu une petite phase où ça allait moins bien, 3-4 matchs, là on tombait sur Eberle. Là on disait, moi le premier, hein. Moi j'étais là à dire que je trouvais qu'Eberle n'apportait rien par rapport à Weiler, qu'il avait peut-être moins de compétences tactiques, en tout cas de ce que je voyais, des prises de risques qu'il prenait qu'un Weiler. Et là, il a totalement raison. Ça fait 9 matchs, on a une victoire sur 9, mais on tire sur les joueurs, on tire sur l'effectif, mais on tire pas sur celui qui lead tout ça. Ouais, parce que, mais après, il y a une question qui est, on n'a pas les joueurs qu'il faut non plus. On nous manque un attaquant, et on le sait, on nous manque des joueurs. Là, maintenant, il y a les recrues. Ouais. Là, il pourra plus dire, j'ai plus les joueurs, parce que il les a. À partir du match contre Getse, dès qu'ils sont disponibles, s'ils sont disponibles pour Getse, je pense qu'ils seront disponibles pour Getse. Là, il n'y aura plus d'excuses. Il y a j'ai plus de 9. On t'a recruté un 9. T'as même d'autres joueurs qui peuvent jouer attaquant. Il y a Ben Yangba qui revient. Exact. Ou qui arrive, plutôt. qui revient, qui est jamais parti. Hein. C'est la 3e recrue hivernale. Hein. Mais voilà, donc il a les joueurs et je pense que maintenant on sera plus intransigeant sur lui parce qu'avant on se disait beaucoup, mais il n'a pas les joueurs, il n'a pas l'effectif, il se bat quand même avec ce qu'il a, quoi. Mais maintenant, il doit montrer clairement un autre visage, quoi. Et là, si il montre un autre visage, je serais là, ok, mais en fait, c'était vraiment. Moi, je suis pour lui laisser encore 2-3 matchs, mais. Moi, je demande pas du tout son changement. Hein. Je pense pas qu'il soit inapproprié dans la situation. Je continue à croire qu'il peut faire du bon travail avec cette équipe. Et je veux qu'il reste, mais il faut quand même mettre ça en évidence quand ça va bien. Parce qu'on parle toujours des tops et des flops des joueurs, mais on parle jamais de l'entraîneur. C'est vrai. Alors qu'il faut le mettre en avant aussi. Ah, mais là, quand je lui dis je lui laisse encore 2-3 matchs, c'est pour tirer un bilan concret de ce qu'il peut apporter et ce qu'il apporte. On aura un tour en plus complet de championnat. Totalement, ouais. Exact. Donc, ouais. Voilà, ça c'est le flop Eberle. Ouais. Moi j'avais un flop, c'était. je l'ai déjà mis la semaine passée, ça fait un peu acharnement, mais Crivelli. Ouais. Pour moi, n'apporte plus ce qu'il est censé apporter et même ses remplaçants apportent plus que lui. Et je trouve que là, il faudrait peut-être qu'il aille un peu sur le banc pour lui donner un électrochoc pour qu'il se remette à performer parce que là, pour l'instant, c'est pas trop ça. Et je trouve que dans ce qu'il était fort en début de saison, il l'est même plus. Dans les duels, il gagne plus autant. De la tête, il est plus aussi convaincant. Et il a marqué, il faut regarder ses stats, hein, mais cette saison, je sais même pas s'il a marqué. Il a marqué il a marqué quelques buts quand même. 3 buts. Oui, 3-4 buts, je pense. 3 buts, c'est pour un 9 qui joue. Je crois qu'il a 4 buts. Puis... Après, pour le temps de jeu qu'il a et le poste qu'il occupe, parce que certes, c'est pas un attaquant, un 9, hein, mais c'est un joueur qui doit quand même planter. Il a 4 buts en championnat. Il a 4 buts et je pense que sur les 4 buts, t'as celui contre Sion, puis tu dois avoir 2 pénaltys. T'as un but contre Lugano aussi. Mais bon, effectivement, depuis 2-3 mois, il est beaucoup moins bien. Après, moi, j'adore quand même le profil, mais c'est vrai qu'il est beaucoup moins bien actuellement et pourquoi pas passer un peu sur le banc. Ouais. Après, moi, idéalement, Enzo renouvelle. Bon, je voudrais qu'il reste. Totalement, bien sûr. Mais il est moins bien actuellement, ça il faut le dire. C'est vrai que dans les duels, dans les courses, il était toujours là et là il a plus de mal. Parce qu'on sait ce qu'il peut apporter. Et pour l'instant, sur les 5 derniers matchs, il ne l'apporte pas. Après, malheureusement, il est en fin de contrat dans 6 mois, il peut négocier avec n'importe quelle autre équipe. Ça ne m'aurait pas surpris qu'il ait déjà un accord avec un autre club et qu'il ait la tête à moitié ailleurs. Je dis pas que c'est le cas ou pas, j'en sais rien. Mais ça me paraîtrait pas surprenant, malheureusement. Exact. Donc, mais effectivement, tu fais bien de le ressortir parce que ces derniers matchs sont pas convaincants. Ils sont pas convaincants. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. Un autre mini top, mini flop, d'autres mentions spéciales à ressortir ou on est bon pour. Qui c'est qui a fait vraiment un mauvais match? Moi, il y a des joueurs que j'ai trouvé moins inspirés. Konya, Stevanovic, ils ont été moins inspirés, mais ils ont été neutres pour moi. Mais tu vois, c'est ça, ils sont neutres, mais pas mauvais, quoi. Ouais, voilà. Ouais, non, dans l'ensemble, même Tsunemoto, il y a quand même 2-3 phases où défensivement il est un peu léger, mais de là à le mettre en flop, non. Non, effectivement, en flop, je vois personne d'autre. Ok, top. Alors, on va passer au prochain sujet on va faire un point mercato parce qu'il y a des nouvelles recrues. On peut faire un point mercato. On peut faire enfin un point mercato. C'est plus que des rumeurs. Maintenant, c'est du concret. Servette a signé le même jour 2 joueurs en prêt avec option d'achat. Et 6 mois de prêt.
Le premier, c'est Joseph Nongué ou Nongé, ou je sais pas comment on prononce, mais Oui, ouais, sûrement. Nongué peut-être. Un jeune Belge de 19 ans qui est formé et qui est prêté par la Juve. Il a joué 4 matchs avec la Juve. Il a joué 4 regardé. matchs. Il a été prêté en ce début de saison à 3, où il a fait 6 matchs de Ligue 1. Ligue 2. Ligue 2, Ligue pardon. 2, oui, Ouais, Ligue Ligue 2, pardon. 3 et en Ligue 2. Et là, il rejoint Servette. Et c'est un joueur qui a un grand potentiel. Un Belge qui joue dans les équipes espoirs. Et qui est jeune. Et qui vaut sur Transfermarkt 2,5 millions. Donc ça montre peut-être un a priori sur ce joueur. Donc, Un certain potentiel en tout cas. un ouais. certain potentiel. Et voilà. Est-ce que vous trouvez. Il est plus jeune Qu'est-ce que vous moi, trouvez de cette recrue? hein. Il est mais plus ça, jeune que moi, Ça va commencer maintenant, ça va te faire bizarre. tu Tiens, vas voir. tiens. Ça va faire Ah, bizarre là. C'est les premières fois. Ouais, c'est le Ouais. premier fois. Après, ça te fera plus rien. Là, Maintenant, je ça me fait suis plus rien. totalement désolé là. Ah, non mais Il oui, y en aura de plus en plus. Hein. malheureusement ça va pas en s'améliorant. Exact. Non mais j'ai discuté avec un ami à moi qui est à la fois belge et fan de la Juve. Ah ben, Donc Ouais, c'était Il ma le connaît source bien, quoi. la plus fiable. Et il m'a dit que c'était un très très bon joueur. Surtout balle au pied, c'est très bon joueur. Et puis j'ai regardé aussi ses atouts physiques. C'est quand même un. Moi là, quand je l'ai vu sur les extraits où j'ai vu, je me suis dit, c'est un mec plutôt petit, technique. En fait, pas du tout. Il fait 1m84. Il a totalement le physique pour être un milieu de terrain à la fois impactant et technique. Donc là, moi je trouve que en termes de profil, c'est très prometteur parce que je le vois totalement s'inscrire dans notre ADN Servette. et là, typiquement, dans un match, au lieu de mettre Magnin, on met lui. Ah mais lui ça peut être Avec un Konya. détonateur. Après, est-ce que c'est plus un profil de box-to-box ou de numéro 6 aussi, tu vois? Alors là, ce serait bonne intéressant question. de voir ça. Ça par contre je sais Peut-être pas. qu'il peut faire les deux aussi, hein, mais moi j'avais c'est l'impression écrit qu'il post- pouvait couper des lignes, aller de l'avant, et en tant que numéro 6, j'ai peur qu'il laisse des boulevards derrière, mais Possible. Après, il peut alterner avec un. Il peut, par exemple, jouer à la place de Konya ou avoir un 6 derrière. Ouais. C'est possible. Moi je pense qu'il peut être après à voir, hein, on l'a pas encore vu, mais je pense que ça peut même être une très bonne complémentarité avec Konya. D'avoir deux profils qui balle au pied sont très bons, mais lui, de par son physique qui est plus imposant qu'un Konya, il peut peut-être rajouter encore une diversité sur le plan physique et mettre de l'impact comme un Ondoa sait le faire, en étant peut-être plus à l'aise techniquement qu'un Ondoa. S'il est formé à la Juve, s'ils lui ont donné sa chance en équipe pro à la Juve et tout ça, je Parce pense qu'il a le qu'il a un potentiel. minimum de Il a un qualité minimum quand de même. potentiel. Il a un ouais, potentiel. Surtout en tout cas. par rapport à Servette. Bien sûr. Bien sûr. Bah, on a Ouais. hâte de voir sur le terrain ce que ça donne pour. Après, il y a donner rien de mieux que le nos terrain. premières- Ouais, exact. après, Donc, peut-être que son arrivée va permettre aussi à Eberly de changer un peu le schéma tactique. Parce que s'il arrive à avoir un rôle de box-to-box, tu mets avec Konya un numéro 6 derrière eux, tu passes en 4-3-3. Ouais. Ça pourrait être une solution aussi. Ah, Tu totalement. peux varier surtout, un peu plus les plans de jeu selon Ouais. les équipes. Comme on on disait n'a avant, aucun le- remplaçant à Konya depuis 3 ans. Ouais, exact. Donc, exact. ça peut être une solution. Ouais. Et la deuxième recrue, c'est Alioun Ndoye, qui est un numéro 9 et qui, lui, a des super stats. Il vient de Lettonie. Ouais. Ah, lui, c'est un beau bébé. hein. Il Ouais, a- il est grand, il est très Ouais. grand. 1m91. Un ouais. sacré physique Alors, aussi. hein, la, quand même. la saison passée, il avait planté 22 buts en 38 matchs. Et en 23 titularisations. En 23 titularisations. 23 seulement. Eh ben, 1m91 avant-centre. Et donc, lui aussi, il arrive à Servette. Et ça a l'air d'être un profil qu'on aime beaucoup. On recrute souvent des grands attaquants à Servette. Beja, Kiei, Crivelli. On en recrute pas souvent, mais quand on en recrute, normalement ça se passe plutôt bien. J'ai l'impression. Depuis 5-6 Ah, en ans termes de là, stats, ouais. Ouais. Je pense. Même Surtout dans le ce jeu, genre de même dans le profil. jeu. Ouais. même Kay qui était pas d'un point de vue statistique très bon, dans le jeu je le trouve intéressant. Donc j'espère que son profil a été bien étudié. Ouais, ils sont allés chercher loin quand même en Lettonie. Mais nous, qui a c'est ce qu'on vu demandait. côté, quoi. Ouais. C'était d'aller chercher le meilleur buteur du championnat slovaque, du championnat slovène, du championnat tchèque. Bon, le championnat tchèque, ça commençait déjà à être très bon. Ah oui, mais bon, c'est très bon, ça, c'est trop bon pour, mais championnat laiton. Ouais. Vous en avez Sympa. parlé souvent avec Bijan, effectivement, mais il faut aller chercher dans ces championnats tertiaires Mhm. pour qu'ils viennent en Suisse. On va pas aller chercher un mec qui joue en Ligue 1, ça, d'un point de vue financier, ça me paraît impossible. C'est Totalement. comme il y a un club, je me souviens plus lequel c'était. Ils avaient recruté un mec de Biélorussie et il a complètement. Ah bah c'est celui-là qui est parti à CG là, Kusanov. l'Ouzbek, ouais. Ah, le Kusanov, défenseur ouais, central. Et ils l'ont pris, Lens l'ont pris du 100 000 championnat euros. biélorusse 100 000 euros, ils l'ont parce payé. qu'il était bon au championnat biélorusse.
bam. Un an et demi après, Un an hein. et demi après, City le prennent pour je sais pas combien de millions. Puis il joue 45, titulaire 50, direct 45 millions. contre Chelsea. Ouais. Bon, il a fait une belle bêtise sur le but de Chelsea. Ouais, j'ai vu hier le match. Mais effectivement. il faut prendre des paris comme cela. Ouais, Aller c'est chercher ça. des mecs qui sont en deuxième division, je sais pas, portugaise ou quoi. Ouais, c'est ça. Bon, peut-être portugais, c'est déjà une grande valeur marchande. Ça parce que peut le championnat encore le portugais, faire, il mais En est- deuxième division, parce que moi je Ah, regarde peut-être en pas mal deuxième la deuxième division portugaise et il y a des profils, je pense que financièrement ça pourrait se faire. Pour eux, c'est quand même une évolution d'aller dans un club qui joue la première division et parfois des Coupes d'Europe. Mhm. Donc, et financièrement, je pense que ça peut se faire. Donc il faut aller chercher dans ces championnats. Ouais, c'est des championnats transitoires. C'est eux qui vont chercher les joueurs dans les Ouais. autres continents. Surtout au Portugal, ils vont chercher en Amérique du Sud, ils vont chercher en Afrique. Et après, ces joueurs-là, ils passent au Portugal et ensuite ils finissent dans un club en Europe. Et non, c'est des championnats de transition. Comme de l'autre côté, tu as l'Ukraine avec le Shakhtar, c'était beaucoup ça. Hein. Ils prenaient des Brésiliens à tout va, ils les revendaient plusieurs millions et puis voilà, ça marchait comme ça. Et je pense que les championnats de l'Est, lettons, biélorusses, tout ça, ils essayent de surfer sur ce marché-là. Bah, ce genre de schéma a déjà donné ses preuves. Et puis, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que quand Sanchelar arrive à Lugano, il vient de la D2 slovène, ou peut-être du championnat slovène. Peut-être. Et puis, ou en tout cas, il vient il d'un est slovène, championnat, lui, non il vient d'un championnat là-bas. Et il arrive en Super League, et moi, je suis pas loin de dire que c'était limite le meilleur attaquant en Super Du League. championnat, ouais. En Lugano, il finissait quasiment tout le temps dans les deux meilleurs buteurs du championnat. Et si Lugano a passé un cap sur les dernières années, c'est en partie aussi grâce à lui. Parce que c'est un pari qui a été plus que gagnant. Exact. On verra comment ça se déroule avec cet attaquant, mais en tout cas, moi j'aime bien le projet en tout cas. Ouais, ça fait 2 recrues. Est-ce qu'on s'attend à plus de recrues ? Ou est-ce que si le mercato se finit là et on a que ces 2 recrues pour vous, vous êtes Pour satisfait ? moi, tout dépend de quand Julian Fonmos revient. J'allais parler de ce poste-là aussi. Pour moi, il faudrait un ailier parce que actuellement c'est. Bon, ils ont dit 10 difficile. semaines de blessure. Quand il s'était blessé, il s'est blessé il y a une 10 semaine. jours. Bah, C'était, juste une avant- semaine, donc juste il reste avant 9 sa semaines. reprise. 9 semaines, moi, c'est... j'irais quand même chercher un ailier en prêt. Il reviendra en avril, quoi. Moi, j'irais aussi chercher un ailier. Ouais, moi aussi. Et c'est vrai qu'on a Ouattara et Varela qui rentrent, mais C'est léger. Ouattara, il a jamais rien apporté de significatif d'après moi sur toutes ses entrées, et Varela, on l'a pas assez vu. Après, pour moi, il faut quand même insister avec Varela et le tenter, lui donner plus de temps de jeu, mais Ouattara, je vois pas ce qu'il apporte de particulier. Donc effectivement, à moi, à ce poste-là, il faudrait une recrue. Bah, si tu prends un ailier en plus, t'as tous tes postes qui sont au moins doublés. Mhm. À part si Par latéral Séverin- gauche. Séverin, s'il a une grosse absence, bah là du coup ton Latéral poste, gauche, t'en as qu'un. T'as que Mazikou. t'as Baron. Ah, il y a des juniors aussi. Ouais, Baron. Il y a. Je dis pas qu'il est bon, hein, mais si qu'il Il y a peut rester Baron, vaste. Baron, il y a une belle époque quand Clichy jouait numéro 6 en fin de saison 2022-2023. Ah, la c'est dernière lui de qui jouait à Gaguerre, gauche. ouais. Et il a fait ses matchs. C'est vrai, ça. Ouais. Là, on a Sawadogo qui a été prêté à Justement. Stade Lyonnais. Prêté, on a... Après, il y a des juniors qui jouent avec les juniors justement et qui pourraient pourquoi pas monter. Mais ça, on m'a déjà dit qu'il y avait des choses qui avaient été discutées avec Weiler en début de saison dans le projet. Mais après, est-ce que ça va vraiment se réaliser cette saison? Je sais pas. Bah, on a signé beaucoup de jeunes pour ceux à qui on a donné la chance, quoi. Tiens, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui ont un contrat pro, mais qui continuent à jouer avec l'M21. On a aussi Simba Collé qui va sûrement partir Carouge. à Carouge. En prêt. Est-ce qu'il est déjà parti à Carouge? Il n'y a pas eu d'officialisation. Il n'y a pas eu hein, d'officialisation. Ouais. Ouais. Donc peut-être qu'il va partir. Ça semblerait logique puisqu'il y a un neuf qui arrive. Ouais. Pour pas créer un bouchon à 4 attaquants. Voilà, je Bon, il y en a pense un qui que part en prêt. Avec l'arrivée d'Endoy, Simbakoli va plus jouer. Ouais. Parce C'est que- pour ça qu'il est envoyé en prêt à Carouge. Et puis si selon le contrat de Crivelli, peut-être il reviendra, peut-être il reviendra Ouais. pas. Mais moi, je pense que ça peut être une très bonne chose. Bon, on en a déjà un peu parlé aussi dans le groupe WhatsApp, mais honnêtement, moi, Simbakoli, c'est quelqu'un qui actuellement, c'est trop léger pour la Super League. Ah ouais, moi aussi. je Mais trouve. dans un an, je dis pas, dans 1 ou 2 ans, il a un potentiel. Parce Moi, je vois du potentiel en Simbakoli, moi. Il est très jeune encore, il a encore 23 ans, donc il a de la marge de progression. Et Moi, il je doit pense faire 23 ans. que justement, le Je fait trouve que de le faire, gap était trop grand Exactement. et qu'un peu de Challenge League, ça lui fera du bien. 6 mois de Challenge League, puis dans une équipe qui tourne Oui, qui super tourne, bien en ouais. Challenge League, qui offensivement est assez prolifique. Donc ça veut Et dire qui connaît que pour en lui, il plus. pourra se mettre en évidence. Ouais, qui connaît le profil. Donc ouais. Et après, par rapport à Ndoye qui est arrivé,
on connaît pas vraiment le niveau du championnat letton, mais on a tendance à rabaisser ces championnats-là. Moi, je pense pas que ce soit très très loin du championnat suisse. Après, d'un point de vue des infrastructures, quand j'ai vu quand j'ai vu le résumé de ses buts et que j'ai vu le stade qui ressemblait au stade des Évo, là je me suis dit ah ouais. Il jouait au stade du bout du monde, quoi. C'est ça, c'était vraiment le stade du bout du monde. Bah après, piste d'athlétisme, pas de supporters. Ce que je veux parler, c'est qu'un mec qui a mis 22 buts là-bas, peut-être qu'il peut arriver ici et marquer 5 buts sur 6 mois, 5-6 buts, on sait jamais. Ouais, après il est en forme, donc. Voilà, j'ai pas envie de dénigrer le niveau du championnat. Mais en plus, moi je me dis si, mais 22 buts, championnat letton, peut-être les défenses sont moins fortes, mais ses coéquipiers sont moins forts aussi. Là, il arrive dans une équipe où il a des joueurs avec lui qui sont meilleurs, je pense, que ceux avec qui il jouait. Ouais, il va être mieux servi. Ouais. Donc il va être mieux servi. Et c'est un joueur qui, s'il met 22 buts, c'est qu'il a des qualités. Et ces qualités, elles vont pas rester en Lettonie. Elles vont venir avec lui ici. Et puis à nous de le mettre dans les meilleures conditions pour pouvoir exploiter au mieux ses qualités. En plus, sur ses 22 buts, il met pas mal de buts du pied gauche. Je m'étais demandé s'il était gaucher ou pas. Et après, je l'ai vu tirer un penalty du pied droit. Donc et droitier. Il a l'air assez à droit du pied Ousmane gauche. Dembélé, il sait pas si sait pas quel droitier pied il a mis des buts de la tête aussi. Donc à voir. À voir. Comme ça, en tout cas, je suis pressé de voir ces deux recrues parce que ça fait plaisir de voir des joueurs arriver quand même. Enfin, ça fait plaisir, ouais. C'est clairement. Puis des joueurs intéressants. Ils sont pas allés nous chercher un mec de 4ème division française, tout ça. Il voulait aller chercher le Diawara qui a signé à Le Havre. Pour moi, il serait arrivé à Servette, il aurait joué immédiatement. Mais pour moi, c'est pas une bonne recrue dans le sens où ce joueur-là, pour lui, c'est une régression de venir à Servette. Ouais. Donc, il va arriver ici, il va peut-être arriver un peu hautain ou autre. Pour moi, il faut quand même que les joueurs qui arrivent, ce soit une progression pour eux et une étape au-dessus. Après, il avait eu un peu sa chance avec l'équipe pro de l'Olympique Lyonnais. Mais c'est un joueur aussi qui était vraiment en manque de temps de jeu. Donc tu peux te dire, à l'instar d'un Dylan Brown, quand il vient à Servette, c'est un joueur qui jouait pas beaucoup à la Salernitana. Et qui peut quand même, ouais. Donc c'est une régression pour lui. Mais il joue. Et il a été très bon. Ouais. Donc, moi, je pense que Mamadou Diawara, s'il était venu, il aurait fait vraiment du bien. Mais après, tu fais bien de le dire, tu as toujours cet aspect mental. Comment il va réagir à une régression entre la Ligue 1 française et le championnat Lyon, suisse. Même s'il joue pas, il y a un gap. D'un point de vue des infrastructures, aller s'entraîner à Vessi par rapport au centre d'entraînement qu'ils ont à Lyon. C'est ça dont j'ai peur. Et un jeune, je me dis, est-ce qu'il serait vraiment motivé ? Je sais pas. Totalement, parce que Dylan Brown, quand il vient, il a déjà de l'expérience. C'est un mec il a quoi ? Il avait 27 ans, 28 ans quand il vient. Il approche la trentaine. C'était quelqu'un qui était en place. Et puis, il avait j'ai pas envie de dire que les jeunes sont pas la tête bien faite, mais quand tu signes pro, t'as envie de jouer dans les grands stades, t'as envie d'être sous le feu des projecteurs pour vite exploser. Oui, Servette, ce sera pas ça. Il va arriver dans un stade où sur 30 000 places, t'en as 10 000 occupés sur les bons matchs de championnat. Ça fait un gap. Bon, c'est déjà un grand stade. Ça leur fera plaisir de jouer dans un grand stade. Genre par exemple le genre Ndoye là qui arrive de ces terrains en Lettonie, il va voir le grand stade, il va faire c'est sérieux. Il va se dire que là il joue en Ligue des Champions. Mais Diawara pour le coup il a choisi de jouer Le Havre, le maintien dans une équipe qui joue vraiment mal et qui gagne pas un point plutôt que de venir chez nous où il aurait eu plus de temps de jeu. Moi je peux comprendre. Il se serait battu pour le championnat quoi. Ouais mais au moins là dans le championnat. Félicitations du coach et de Bodmer. Qui est directeur sportif à Le Havre. Ouais, et qui a fait la différence. Ouais, c'est ça. Après, ce que je dis tu connais moins bien. T'as l'aspect financier en plus. L'aspect financier, Le Havre, ils ont plus de finances que nous. Oui, mais je pense qu'ils gardent le même salaire et il aurait gardé le même salaire en venant chez nous. Ouais, je pense. Non, mais je pense pas que c'est ça qui fait le. Je pense pas que c'est ça qui a fait. Non, qui a fait le choix. Je pense que vraiment, il voulait se montrer. C'est un Français. Après, rester en France, pour lui, c'est plus simple, quoi. Et c'était un prêt. Donc ça veut dire que lui, moi je pense que honnêtement, je parle dans sa tête du tout, j'ai aucun contact avec lui, aucune source même de ce qu'il a envie, mais je pense que actuellement, il est plus dans l'état d'esprit de je vais rester dans le championnat pour me montrer montrer à Lyon que je peux jouer avec eux parce qu'il a envie de rester, je pense, à l'Olympique Lyonnais. Ou même d'autres clubs de Ligue 1, hein. Mais c'est vrai qu'il va se montrer dans le championnat français, même si l'équipe tourne pas, il va se montrer. Alors que je suis pas sûr que justement des stades rennais ou tout ça, ils vont regarder les matchs de Servette en disant Mamadou Diawara, est-ce qu'il joue bien en Suisse et tout ça. Effectivement. Après, ce que je dis sur Diawara, ça peut aussi s'appliquer avec Nongué. C'est exactement, ouais. J'allais faire le parallèle. Donc aussi, ça peut être un risque à prendre. Après, lui, il vient avec une option d'achat d'après ce que j'ai vu. Les deux. Enfin, le Nongué et Ndoye. Mais on ne sait pas combien s'élève l'option d'achat. Mais Diawara, ça aurait été un prêt sec, il serait reparti en juin, alors que lui, si ça se passe bien, pourquoi pas. À voir aussi comment il s'inscrit dans ce contexte.
alors qu'il a été formé à la Juve. Après, il était en Ligue 2, il jouait pas en Ligue 2, donc j'espère que pour lui, c'est comme une progression de venir en championnat suisse et de jouer. Enfin, s'il joue. Moi, je pense que oui. On n'empêche, à part ça, avec un Servette, un bon Servette, moi je pense que ça vaut un 3. Hein. Les stacks, c'est pas non plus ça vaut, la grosse équipe de pour Ligue moi, 2. Pour moi, Servette, ça vaut ça vaut un Le Havre. C'est en bas de classement de Ligue 1, tu vois. Ouais, c'est un bas de classement de Ligue 1 ou c'est un haut de classement Ligue de Ligue 2, c'est clairement au-dessus, Servette. Sportivement, je suis d'accord, mais après, d'un point de vue du championnat, pour un joueur, je sais pas s'il préfère jouer le maintien avec Le Havre ou venir à Servette et jouer le haut du championnat suisse. Nous, ce qui est attractif, c'est le fait de. S'il vient pour 6 mois et puis dans sa tête, il se dit il y a clairement une possibilité pour que je reste l'année prochaine. C'est l'idée que si tu vas chercher le titre de champion, si tu finis deuxième, tu as quand même des chances de jouer la Ligue des Champions. Même l'Europa. En fait, les compétitions européennes sont beaucoup plus accessibles en Suisse qu'en France. Donc, sûr, puis alors là, si tu veux être sous le feu des projecteurs, en plus, tu joues 7 adversaires différents, 8 adversaires différents. Avec le Havre, tu vas pas jouer contre Chelsea, quoi. Non, totalement. Donc là, tu as un joueur qui a envie de se montrer. Le Servette-Chelsea, je pense qu'il n'y avait pas que les Suisses qui regardaient ce match. Chelsea-Servette, il y a des gens qui vont regarder. Puis en plus, s'il a envie de se montrer, Chelsea, comme ils mettent l'argent assez rapidement, il suffit qu'il fasse un bon match et puis il va y aller. Hein. Il a acheté pour le groupe, quoi, quitte à aller à Strasbourg ou autre. Exactement. Mais tu vois, si le contexte de Bâle, par exemple, il aide plus pour ce genre de joueurs. Oui, bien sûr. Ils ont leur numéro 8, là. J'ai oublié le nom qui a signé 1 an ou 2 et qui a été vendu à Lens ensuite. Enfin. Andy Diouf. Andy Diouf, voilà. Mais on sait très bien que Bâle, c'est un vrai tremplin et les joueurs, j'imagine que ça les attire peut-être un peu plus. À Bâle, ouais, ça tire plus, ouais. Bâle, bien sûr, Bâle, ça a l'historique en plus. Après, financièrement, ils ont aussi plus de moyens. Mais nos artistes qui les aident pas mal. Donc. Sportivement, c'est kiff avec nous. Totalement. Ah oui, clairement. Moi, je pense, ouais. Top. Je pense qu'on a parlé du mercato assez. Après, je sais pas si vous avez des rumeurs, des nouvelles rumeurs. Mais... pour l'instant, pas. Mais j'aimerais bien qu'on recrute Di Giusto. Voilà, c'est mon message. Ça, on le voit traîner sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment des infos? Alors, non, c'est sorti de la tribune. On a eu des infos sur Giotto Morandi. Morandi, ouais. C'est mort. Ouais, parce que Bâle était dessus, c'est ça? Alors, il y a un moment où il était très proche de Bâle et je crois que maintenant, ça s'est de nouveau inversé. Je crois qu'il va rester à Getse. Okay. Ouais, il a toujours pas signé là-bas finalement. Alors, Getse, il joue bien ces derniers temps aussi. Et puis, sinon, il y a aussi Ndengue. Alors, ça. Là, je pense que vu qu'on a pris un milieu. Comme on a pris Ndengue, je pense que c'est aussi à l'eau. Mais alors, Di Giusto, c'est pas un attaquant de pointe, c'est pas un 8 ou un 6. Parfait. C'est un mec. 10, il peut jouer sur les ailes aussi. Donc, pour moi, c'est la piste à prioriser. C'est quelqu'un qui est polyvalent. C'est hyper intéressant. Tu vois, typiquement, c'est mon souhait. Si tu fais pas jouer sur titulaire, tu peux le faire rentrer. Puis alors là. S'il faut, je fais le déplacement à Vinci. Il faut le chercher. Après, c'est une question d'infrastructure. Alors le Suisse allemand est très mauvais. Je te mens pas. Ce que je me demande, c'est que est-ce que les clubs suisses, est-ce qu'ils demandent beaucoup d'argent à Servette vu que c'est un club du même championnat? Et du coup, ça dépasse un peu le budget qui est alloué à cette période de transfert. C'est pas impossible, ça. C'est pas vraiment un concurrent, mais il y a quand même des matchs régulièrement face à ces équipes. Enfin. Moi, j'ai essayé de le signer sur Football Manager. Ouais. Et il vaut 2 millions. Ah ouais, c'est là, 2 millions. Ouais. Du coup, je l'ai pas acheté. Crois-moi qu'on va pas les 2 millions, on les mettra pas. Hein. Mais si t'as un vrai réseau de recrutement, tu peux aller chercher des joueurs en Europe de l'Est comme ils ont très bien fait avec l'attaquant. Comme j'ai dit, en 2e division portugaise, en Amérique du Sud et financièrement ça peut jouer. Notre réseau de recrutement, c'est Weiler. Celui qui fait les déplacements pour aller voir les joueurs. Ouais, mais je trouve que tu vois le gap sur les recrues que moi, ce qui m'a frappé, parce que quand j'ai commencé à suivre Servette, c'est quand Bono, il te ramène Stevanovic, il te ramène Konya. Et tu vois, Stevanovic, d'où il vient? Il vient du championnat bosnien. Ouais. Ah, il était en Espagne à ce moment-là, non? Non, il était retourné en Bosnie. Il est passé par Séville et tout ça, mais Séville B en plus. Quand il est revenu en Bosnie, c'est là où on est allé chercher. Ouais. Et après, à ce moment-là, on avait aussi un Français qui s'occupait du recrutement et qui était allé chercher Séverin, Konya. C'est Bono. Ah Bono, j'ai cru que t'avais dit Méo Codro. C'est le coach. Il a dû aider pour Stevanovic. Je pense que lui, oui. Je pense que Steva, c'était plutôt lui que Bono. Peut-être. Bono, c'était plus les Français. Sur les Français qui ramènent. Ouais, non, ça, pour le coup, c'est. Alors Séverin, au début, on était tous sceptiques. Ouais. Surtout qu'il était arrière gauche en plus de base. Tu vois, il venait aussi de la Juve. Ouais. Des U23 de la Juve comme Nongue. C'est vrai. On lui souhaite de s'imposer autant. De la même manière, ouais. Mais Konya, tout ça, c'est tout Bono. Parmi tous les Français, il y a quand même eu quelques petits flops. Il y a eu Martial, enfin. Ouais, on les a oubliés. Ouais, mais il y en a Guérin, des comme ça, bien sûr, il y en a eu. Mais il y a eu des très bonnes recrues. Exact.
top. On va passer au Super League parce que les matchs, je crois, sont terminés là. Et on va faire un point sur le classement. Ah, et ils sont en train de finir. 89e. Bah, parfait. Quand on parlera, je pense qu'ils. Bon, là, je pense que les résultats sont décidés. Hein, vu les scores qu'il y a. Ah ouais, je m'attendais pas à ça comme retournement là sur le bal Sion. Alors, ce week-end, on a eu Grasshopper Young Boys qui s'est fini aussi à 0-0. Comme le match d'Yverdon-Servette d'ailleurs. Bien commencé le week-end. Quand les deux sont terminés à 0-0, je me dis, waouh, quel week-end footballistique on a en Super League. Qu'est-ce qu'on va voir. Mais après, il y a eu un très beau match entre Vinci et Lugano, puisque Vinci gagnait 2-0 et s'est fait inverser par Lugano qui a gagné 3-2 à la dernière minute. On a eu aussi un match avec beaucoup de buts entre Saint-Gall et Lausanne. 3-2 pour Saint-Gall avec un carton rouge pour Lausanne, alors que... ça se battait assez bien, il y avait eu 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Et Lausanne qui a égalisé alors qu'ils étaient à 10 en plus. Ils étaient déjà à 10 Ah ouais, dès la 30e, ouais. Ils ont quand même réussi à égaliser, mais. Pas mal. Alvin Sanchez, quoi. Et les deux derniers matchs qui sont en cours, normalement les résultats vont pas trop bouger, en tout cas pas le résultat final. Le vainqueur, voilà. Ouais. Bâle qui gagne 4-1 contre Sion. Belle fessée de Bâle, quoi. Alors qu'il était mené 1-0. En plus. Ouais. Bon, ça commence à devenir récurrent. Bâle, ils mettent des gifles. Ouais, ils mettent des gifles à tout le monde. Et Lucerne qui battent Zurich 3-1 avec Zurich qui ont un carton rouge dès la 22e minute. Gagné 3-0 Lucerne. Et ce qui fait au classement. Alors, on a déjà vu que Lugano a pris la tête avec sa victoire. 35 points. Ils ont pris un peu les devants avec Bâle qui suit avec 34 points en deuxième position. On a du coup Lucerne avec sa belle opération du week-end qui est troisième avec 33 points. Et ensuite on a Lausanne, Servette à 31 et Zurich à 30 points. Les bilans sont catastrophiques. Ouais. Et il faut faire gaffe parce que Saint-Gall revient bien avec 29 points et il se rapproche du top 6. Servette, on avait dit c'était une victoire en 9 matchs. Ça fait partie des pires formes actuellement, je crois. Mais quand tu regardes la forme de Zurich, à part Yverdon et Winterthur, même Bâle en fait, ils sont pas une très belle forme. Bâle, ils ont le même bilan que nous. Mais regarde Zurich. Zurich, c'est cata. Ouais. C'est aussi la cata, mais c'est ce que je te dis. Là, Servette, ils sont 5e dans 3 journées. Ils peuvent être premiers avec de l'avance. Ils peuvent être 9e. Ouais, ils peuvent être 9e. Ou IB, ils gagnent 3 matchs de suite et ils se retrouvent dans le top 6 à nouveau. Exact. Ouais. Mais quand même, le top 2 nous a pris un peu plus de devant parce que là, ça va être plus dur de les rattraper. Bâle, Lugano se détache un peu plus. 4 points. 4 points, c'est assez vite rattrapé quand même. Mais... Oui, mais ils ont pris un peu de distance. Quoi. Faut vite se remettre dedans. Quoi. Ouais. Là, on commence à gagner des matchs. On n'est plus dedans. Ouais, on n'est plus dedans là. Là, on est un peu laissé pour compte. La semaine passée, c'était l'avertissement. Tu fais un match contre Saint-Gall qui est pas acceptable pour un match de reprise. En vrai, t'as rien montré, à part sur 10 minutes où, en plus, tu mets un but sur corner, mais ça relève presque du... en vrai, perdre contre Saint-Gall, ça aurait été dur, mais... Oui, ça aurait été dur, mais on n'a pas non plus été flamboyant. T'es pas flamboyant, mais tu fais 1-1, bon, match de reprise, puis coup de chance, tout le monde fait match nul. Donc la situation ne bouge pas. Ouais. Et là, tu retrouves contre Yverdon et tu fais pire, tu fais encore pire. Donc il y a un moment où tu peux pas non plus tout le temps être. Surtout qu'hier, on gagne, on passe premier après avec un match d'avance. Mais si on gagne, on passe premier, ça met quand même la pression. Dans des championnats compétitifs, c'est des choses qui jouent. Et là, on a une victoire sur 9 matchs et malgré ça, on est toujours proche du premier. Et ça, c'est une particularité du championnat suisse. Parce que normalement, une victoire en 9 matchs, t'es à 10 points du premier. Ouais, clairement. Tu dis adieu, tu te bats déjà tout juste pour essayer d'accrocher l'Europe. Mais même là, les saisons passées, je pense que on serait pas 5e. Ouais, effectivement. Parce que cette saison est aussi anodine où il y a c'est beaucoup serré entre le premier et le 7e. Mais normalement, c'est pas trop le cas. Il y a une équipe qui se détache devant, qui est généralement IB. Et là, on n'en a pas. Et c'est pour ça que c'est aussi serré. Mais quand tu fais le bilan, Servette en championnat cette année, c'est pas bon. Non. Après, regarde le premier. Premier, c'est 20 matchs, 5 défaites, 5 nuls. Donc un match sur 2, c'est des pertes de points. Ouais, totalement. Ouais. Même Lugano, hein. Ça va, même Lugano, ils ont du mal à enchaîner aussi. Hein. En plus, ils ont la Coupe d'Europe au milieu, où ils assurent assez bien. C'est clair, là, on est un peu délaissé, mais on peut toujours revenir. Après, pour moi, on joue le titre encore. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Là, 4 points, tu vois. Mi-saison, on s'était dit les 4 prochains matchs, c'est minimum 10 points. Là, on a pris 2 points en 2 matchs. On va pas prendre 8 points en 2 matchs, c'est plus possible.
Mais du coup, on peut dire que c'est déjà loupé pour les 10 points en 4 matchs. Mais là, contre Getse et Sion, il faut faire les points. Là, je vais pas dire 6 points, je vais pas dire 4 points, parce qu'on peut très bien ressortir avec 2 points encore face aux 2. Mais il faut faire des points. Quand on a fait le live pour le début de la deuxième partie de saison, on s'est dit, bon, là, les 4 prochains matchs, il faut faire 12 points. Ouais. Pour l'instant, on est bon en pronostic. On a fait 2 points. Après, ça manque un peu d'objectivité aussi. Ouais, tu vois. Là, j'avais dit 10 points. J'avais dit au moins un match nul. Parce qu'en vrai, on jouait contre Yverdon, Getse qui sont tout en bas du classement. Ouais, qui vont bétonner. On jouait contre Sion qu'on pouvait battre aussi en bas. Et le seul adversaire où je me voyais faire match nul, c'est Saint-Gall. Bon, on a fait match nul contre Saint-Gall. Mais on a fait match nul contre Yverdon. Et après, Sion, Getse. Non, mais en fait, on avait dit 12 points parce que tu joues des adversaires en dessous. Oui, qui sont dans les 6 derniers. T'es censé les prendre en fait. Je crois que même c'est ce qu'on s'était dit. On s'était dit, si tu veux jouer le titre, tu dois gagner ce genre de match. Ces matchs-là. Pour l'instant, tu stagnes. Après, dans ce championnat, n'importe qui peut battre n'importe qui. Prochain match, je peux avoir Winterthur Lugano et Winterthur pourrait très bien gagner aussi. Ça a failli se passer en plus. Ouais, voilà, il gagnait 2-0. Effectivement, j'avais oublié que ce que je veux dire par là, c'est que n'importe qui peut battre n'importe quelle équipe et on pourrait très bien enchaîner 3 matchs contre les 3 premiers et gagner les 3 aussi. C'est souvent comme ça en plus. La seule victoire qu'on a sur les 9 derniers matchs, c'est 3-0 contre Lugano. Ouais, 3-0. Ouais. En plus, on a et Lucerne qu'on a battu Lucerne, non? Pardon? On avait battu Lucerne. Sur les 9 derniers, j'ai vérifié, on a une victoire sur les 9 derniers. Lucerne, on a fait match nul ici. Okay. On les a battus en tout début de saison chez eux. C'est vrai, on avait fait avec, avec Rouillé buteur, quoi. Une fois, on n'est pas coutume. Ce qui fait actuellement ça au classement, et on va voir les prochains matchs. Le week-end prochain, on a du coup la 21e journée. On aura Lugano-Sion, Lausanne-IB, ce qui est bien, ça veut dire qu'on pourrait passer devant Lausanne s'ils font contre-performance contre IB. On joue contre Getse, Lucerne-Saint-Gall, donc le top 6 qui s'affronte ici, Zurich-Bâle aussi. Et après, ce match il nous intéresse moins, mais c'est Yverdon, Winterthur. C'est pour la dernière place. Faut faire attention. Je pense Winterthur Yverdon, ça aurait pu être un gage, non, ça aurait pu être un gage, exactement. Mais il faut faire attention parce que là, on va jouer contre Getse. Et Getse, depuis qu'ils ont changé de coach en décembre, c'est pas de défaite. Pas de défaite. Ils ont perdu pas de match. Ils ont fait 2 matchs nuls, 2 victoires. Et là, ils ont fait un match nul encore. Et c'est même des belles copies parce que c'est contre la IB qu'ils ont fait 0-0. Ils gagnent 1-0 contre Sion. Ils gagnent. Bon, ça c'est un match amical. Ils gagnent 1-0 contre Bâle. Ils font un partout contre Yverdon. Et 1-0 à Bâle en plus. Et ils font match nul contre Zurich. Parce que ça c'est un match de coupe. Mais c'est pas dégueu. Ouais. Et ça encaisse pas beaucoup. Et c'est déjà qui a repris Getse? J'ai oublié. Ils avaient dit hier, le coach, c'est. Parce que je sais que celui qui a repris Winterthur, c'est Oli Forte. Thomas Soral. Je peux trouver ça. J'ai vraiment un blanc. Thomas Soral. Ouais, Thomas Soral. Ouais. Thomas Soral, okay. Il a repris en décembre et j'ai vu que du coup, depuis décembre, ils sont assez bien. Ça va vous mieux. Vous le connaissez ce coach? Non, d'après ce que je vois ça, il était dans les divisions inférieures en Allemagne. Sandhausen, Ingolstadt, Karlsruhe. Ingolstadt, ok. Moi, Francfort, RB Leipzig, mais je pense qu'il devait être adjoint en 2011. Oula, ouais. Ça remonte à loin en tout cas. Bon, après Leipzig en 2011, je sais pas où ils étaient. Hein. Ouais, je suis même pas sûr qu'ils étaient peut-être ils n'existaient pas. Peut-être ils s'appelaient pas encore RB Leipzig. Parce qu'ils avaient un autre nom avant. Ouais. Avant de se faire racheter par Red Bull. Ouais. Mais voilà. Mais en tout cas, Getse, faut faire attention, ça sera pas un adversaire facile, ça sera à la maison, mais ça peut être le match piège aussi. Et les matchs où il faut assumer, en général, on a un peu plus de mal. Hein. Ouais, c'est vrai. Il faut confirmer le statut. Ouais, puis à la maison, en vrai, on perd pas beaucoup à la maison, mais on gagne pas beaucoup. Ici, on vient pour faire match nul, quoi. Donc, ce serait bien une petite victoire, redonner un peu du baume au cœur à nous, supporters, qui regardons tous ces matchs dans le froid, et puis surtout on a besoin d'une petite victoire, quoi. Ouais, une victoire, tu prends 3 points de plus, tu te colles direct au deux au-dessus, à moins qu'ils gagnent les deux, mais c'est pas une certitude. Lugano joue contre Sion. C'est pas un match facile. Et Bâle joue contre. J'avais joué contre qui? Zurich. Bâle-Zurich. Bâle-Zurich, Lugano, Sion. En plus, Lucerne, ils affrontent. Il y a Lausanne qui joue IB. Lausanne qui joue IB et Lucerne ils affrontaient quelqu'un d'autre. Ils affrontent du coup Saint-Gall parce que Winterthur et Yverdon se jouent entre eux. Attends, non, ça c'est là. Tac. Donc là t'as Servette Getse. Je fais n'importe quoi.
On doit aller sur Super League, match, voilà. On s'y retrouve. Ça, c'est la 22e. Lucerne Saint-Gall, ouais. Lucerne Saint-Gall, Zurich Bâle, Lausanne IB. Bâle qui va à Zurich, ça va pas être simple. Hein. Bâle qui va à Zurich, ça va pas être simple. Lausanne pour battre IB, ça va pas être simple. Sion, ils peuvent toujours. La dernière fois qu'ils ont joué Lugano, ils ont fait un match nul. Ah ouais, Ouais. À Lugano. Ah, ils ont la Coupe d'Europe Non, chez chez Lugano. eux. Cette semaine, ils jouent la Coupe d'Europe, j'imagine. Vu qu'ils n'ont pas joué cette semaine, normalement. Ils sont déjà assurés d'être dans le top 8. Ah ouais, en déjà assurés en Conférence plus. League. Donc ça veut dire que- Ouais, donc ils peuvent faire tourner. Ah, mais eux, ils font une première partie de saison. Ils sont encore en Coupe Suisse. Ils sont déjà qualifiés en Conférence League. Ils sont premiers du championnat. Ils sont tombés. Mais, comme par hasard, ils ont un coach qui, pour moi, est le meilleur coach de la ligue. Ouais. Ils ont 2 effectifs. Ouais. C'est Ils sont très bien pour eux. c'est tout autre chose en termes de structure. C'est mieux que nous. Mhm. Le seul truc qu'on a de mieux, je pense, c'est le stade. Hein. C'est tout. Et ils sont en train de construire un nouveau. Ouais, en plus, ils sont en train de En plus. rénover ou quoi, de construire des tribunes. Donc, Ok, bon. Mais oui, si on gagne le match, ça pourrait déjà nous faire recoller aux deux au-dessus. Il suffit qu'ils. Là, de toute façon, on est trébuchent. obligé de gagner. Et j'ai envie de voir les recrues. Ouais, alors ça, Ce moi, match-ci, c'est le match des moi, de recrues. toute façon, j'ai juste hâte d'être au stade pour ça. Là, Ouais, j'ai et regardé Ben les Yangba aussi. nouvelles. Ben Yangba, la 3ème recrue. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'aurais voulu le voir lancer hier, même ne serait-ce que 5 minutes. On doit gagner le match. c'est Moi, je ça. comprends pas pourquoi il fait rentrer Varela et pas Ben Yangba. Ouais, peut-être qu'il est pas encore à 100%. Ouais, je comprends pas pourquoi Ouais, il fait mais 5 rentrer minutes. Ouattara et pas Varela. Ouais, c'est vrai. Je pense C'est vrai. qu'il se dit. En fait, il a pris Ben Yangma dans le groupe au cas où on gagnait, genre large 2-0, 3-0. Et que pour le faire rentrer pour faire 6 minutes. Dans un match pour où il y a lancer, beaucoup d'enjeux physiques et qu'il n'est pas à 100%, autant pas le lancer. Ouais. Sinon, il va se faire une rechute, il va revenir fin mai. Et puis. Et le contexte aurait pas aidé. De devoir rentrer en étant à 0-0, tu dois marquer un but, c'est pas le mettre dans les meilleures des conditions aussi. Exact. Mm. Exactement. D'autres choses à dire ou on passe au prono du match? On peut passer au prono pour moi. Allez, hop là. Prono du match. Qui se lance Pour l'instant, je suis mauvais en ce moment. Hein. pour Getse? Parce que moi, de toute façon, je suis toujours optimiste. Donc, Ouais, moi aussi. Manque un peu de Nilassan là. ouais, de ouf. Il aurait dit ouais, un partout. Non, je vais dire. Allez, un 2-0 pour Servette contre Getse. Le match, on va tourner cette fameuse dynamique en une dynamique positive avec un but de Ndoye s'il joue. Pas mal. Ok. Et un Ndoye, but de la tête. but de la tête. Ok. Ouais. Ça joue. Retenez bien ça. 2-0, but d'Ndoye. Toi, Rubens? Moi, je sens que ça va être serré comme tous nos matchs. Allez, un petit 1-0, je signe. 1-0, but de qui? But de Rouillé, allez. Sur lui, on peut compter. Ça, c'est le numéro 9. C'est celui qui a la plus basse aussi. Le meilleur Rouillé, en ce buteur. moment. Ok, moi je dis un match un peu serré, mais je Fais vois pas quand même comme Getse Lassan. marquer 2-1. Un but de Ndoye. Et un but de Ben Yangba. Comme ça, les deux. Ah ouais, d'accord. Ouais. Mais ça va jamais se passer, donc ça sera soit l'un, soit l'autre, et puis l'autre but, si on les deux verra. sont sur le terrain en même temps, Ouais, ça. T'imagines? je doute fort. On hein, perd mais 1-0, les deux ils rentrent à la 85e et ils marquent les deux. Gros 4-4-2. Un il marque à la 89e, l'autre à la 96e et on finit comme ça. Magnifique. Tour devant, ouais. Super, bah merci d'avoir participé à cette émission. Bah, merci à toi. Merci à vous d'avoir regardé l'émission, écouté. que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, partager et liker Ça fait tout toujours la ça. différence. Hein. Ça fait la différence. Et puis nous, on adore vous lire, donc on vous Ouais. reprendra avec plaisir. Et puis voilà, on se retrouvera dimanche prochain pour l'analyse contre Getse. Et puis d'ici là, bah, on se verra peut-être au stade ou ailleurs. Et bonne fête. Il n'y a pas de fête, mais bonne fête. C'est les vieux réflexes, c'est les vieux Ouais, réflexes. c'était l'analyse de décembre qui est ressortie là. Non, mais bonne semaine à vous et allez Servette surtout. Allez, Allez, Servette. Servette, allez. On y va, une victoire.